Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Sciences et Société. Le soir, contre toute attente. D'habitude, c'est à l'heure du déjeuner, mais là, on a voulu privilégier un moment un peu plus convivial. Petite amphi, et merci d'être là. Bienvenue. Ce soir, nous accueillons Clotilde Coron, professeure des universités, de l'université de Saclay, spécialiste en égalité professionnelle homme-femme. Alors, en préparant cet événement, c'était très amusant parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a fait un rendez-vous Sciences et Société, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était en mars 2020, juste avant le confinement. Et précisément, en reprenant mes infos, c'était exactement le 11 mars 2020. Donc, c'était assez rigolo. Voilà, à l'époque, nous avions invité Frédéric Pigère. Donc, Frédéric Pigère, que Clotilde connaît bien, puisque elle a entamé ses débuts de chercheur à ses côtés. Voilà. Et la conférence s'intitulait « Le management, égalité homme-femme, un sujet de management à l'épreuve de la... Non, le management à l'épreuve de l'égalité homme-femme ». Voilà. Je suis également ravie d'accueillir Bertie, qui est donc Bertie Ledizès, diplômé 2022, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Qui aura beaucoup de choses à vous dire, et je pense qu'en tant qu'élève ingénieur, voilà, elle pourra témoigner, illustrer, ainsi que Claire qui est dans la salle de la même promo, Claire Benedetti. Elles pourront vraiment illustrer pour vous des exemples concrets, et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. D'ailleurs, on en a parlé avec Léa, Louise qui arrive, Aurore et les autres membres du pôle égalité, puisque cet événement a été un petit peu co-construit avec vous. Et dans la co-construction, voilà, on s'est dit qu'on voulait éviter une conférence académique, mais plutôt privilégier les échanges. Donc on a préparé un certain nombre de questions, mais c'est surtout les élèves qui ont préparé des questions. Donc ça doit être des questions qui ressemblent à vos interrogations, possiblement. On les a travaillées aussi avec Clotilde pour que voilà, elles soient organisées dans un certain ordre qui permet de poser le sujet de fond, puisqu'évidemment, c'est Clotilde, de par sa recherche et ses enseignements sur les stéréotypes, l'égalité professionnelle homme-femme, qui sera à même de poser les sujets de fond. Et après, on va dérouler de plus en plus. La présence des alumni est intéressante puisqu'elles ne sont pas très éloignées de vous. Elles ont très peu d'années d'expérience, mais suffisamment pour illustrer et pour avoir vécu différentes situations. Voilà. Donc, le format ce soir, ça sera un format questions-réponses. Sentez-vous libre aussi de poser des questions à un moment ou à un autre, c'est-à-dire de vous manifester. Alors, la conférence est filmée. Donc, lorsque vous aurez une question à poser, attendez d'avoir le micro, c'est important. Et si jamais, spontanément, vous posez la question sans micro, moi j'arriverai, j'accourrai avec le micro et il faudra que vous reposiez la question au micro. Voilà, donc avant de passer aux questions, au déroulement des questions, je laisse Clotilde, puis Bertie se présenter plus précisément. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je suis Clotilde Coron, professeure des universités à l'université Paris-Saclay. Et je travaille sur la thématique de recherche. Souvent, on dit que c'est l'égalité professionnelle femmes-hommes. Moi, je préfère dire que je travaille sur les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, parce que de fait, c'est ce que j'étudie. Et j'ai publié l'année dernière un livre sur les liens entre stéréotypes de genre et inégalités professionnelles. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et Elisabeth a eu la charité de dire qu'on avait fait les questions ensemble pour l'ordre, etc. Mais c'est aussi pour que je puisse répondre aux questions. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Moi, c'est Bertie Ledizès, donc j'étais promo 021 à la base, 022 parce que j'ai fait une césure. Donc j'étais en SGEF, Sciences économiques, gestion finance, et moi je m'étais spécialisée en économie. Ensuite, j'ai fait un master à l'École d'économie de Paris, et aujourd'hui, je travaille en tant qu'économiste de l'énergie chez Deloitte. On fait de la modélisation prospective. Alors, normalement, oui. Moi, je...
Et voilà, donc je sais plus ce que je disais, mais voilà, je fais de l'économie de l'énergie, enfin si on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc je suis en poste depuis 1 an et j'avais derrière moi 1 an de césure, un stage de fin d'études, donc ça me donne une petite expérience professionnelle. Et j'étais au pôle égalité, j'étais vice-présidente en charge du pôle égalité, du coup de, je sais plus, 2019 à 2020 ou quelque chose comme ça. Donc on va commencer les questions afin de pouvoir poser le sujet et comprendre un peu le vocabulaire derrière votre livre. Est-ce que vous pouvez définir plus précisément ce que sont les stéréotypes de genre ? Oui, alors les stéréotypes de genre, ce sont des croyances et des représentations sur à la fois les comportements, mais aussi les compétences et aussi les souhaits des femmes et des hommes, avec la supposition derrière que ces compétences, ces souhaits, ces comportements sont différents entre les femmes et les hommes. On peut dissocier différents types de stéréotypes, parce qu'il y a des stéréotypes qui sont plutôt descriptifs. Par exemple, si on dit donc un stéréotype qui est assez répandu dans la société française, qui est que les hommes ont plus le sens de l'orientation que les femmes, par exemple. Donc ça, c'est un stéréotype descriptif. Mais il y a aussi des stéréotypes prescriptifs. Par exemple, une représentation qui est très répandue aussi dans la société française, qui est que c'est mieux si les femmes, quand elles ont des enfants, passent plus de temps à s'en occuper ou voire s'arrêtent de travailler quand elles ont des enfants. Donc ça, c'est prescriptif parce que ça va prescrire un comportement. Ceci dit, les stéréotypes, même quand ils sont uniquement descriptifs, ils ont aussi des implications, hein, ils ont des effets sur les individus, hein, parce que si on prend l'exemple du sens de l'orientation ou un autre stéréotype, évidemment, que vous devez connaître, qui est que les femmes sont moins bonnes en mathématiques, par exemple, ben ça va influer ensuite sur les comportements des individus. Donc ça, c'est les stéréotypes. Il faut bien retenir aussi que dans les stéréotypes, il y a des stéréotypes conscients, mais il y a aussi des biais inconscients. Donc, les stéréotypes conscients, c'est ce que les gens vont déclarer quand on leur demande, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les hommes font des meilleurs dirigeants que les femmes, par exemple. Il y a des gens qui disent oui, donc ça, c'est un stéréotype conscient. Mais la recherche a par ailleurs montré que même chez des personnes qui ne déclarent pas de stéréotypes conscients, en fait, quasiment tout le monde a des biais inconscients. J'imagine même moi, hein. Alors, je travaille sur le sujet, mais des biais inconscients, c'est des choses que notre cerveau a intériorisées dès le plus jeune âge, hein, c'est pour ça que c'est inconscient, par le biais de la socialisation. Et ces biais inconscients, c'est une partie qui est extrêmement difficile à faire changer, parce que comme c'est inconscient, finalement, les personnes elles-mêmes n'en ont pas conscience. Et les personnes n'ont pas conscience que ça peut influer sur leur prise de décision. Donc c'est important de retenir qu'il y a à la fois ces biais conscients, des biais inconscients, et que même si vous n'avez pas conscience d'avoir des biais, vous en avez sans doute, parce que la société crée et diffuse des stéréotypes dès le plus jeune âge. Et concrètement, c'est quoi les stéréotypes les plus répandus en France en entreprise ? Alors, je dirais que les stéréotypes les plus répandus, alors pas seulement en France, hein, aussi en Europe, c'est tout ce qui a trait à la maternité. Donc l'idée que les femmes, quand elles sont mères, elles sont mieux placées que les hommes pour s'occuper des enfants. De toute façon, ce qu'elles veulent avant tout, c'est être mères avant même d'avoir un travail. Que les mères sont mieux placées que les pères pour s'occuper des enfants. Ça, c'est les stéréotypes les plus répandus. Et surtout, c'est les stéréotypes sur lesquels il y a eu le moins d'évolution en fait, depuis les années 90. Parce que si on regarde depuis les années 90, en France ou en Europe plus globalement, évidemment, il y a une évolution positive vers moins de stéréotypes. Par exemple, il y a moins de gens qui pensent que les études universitaires doivent être réservées ou sont plus importantes pour les garçons que pour les filles. Il y en a encore qui pensent ça, mais c'est quand même moins présent aujourd'hui qu'en 1990, par exemple. Mais les stéréotypes sur lesquels il y a eu moins d'évolution, c'est tout ce qui a trait à la maternité. Et une explication à ça, c'est que depuis les années 90, il y a eu une évolution dans la vision de la parentalité. L'idée que la parentalité doit être quelque chose de très intensif, ce qu'on appelle la parentalité intensive, c'est l'idée qu'il faut beaucoup s'occuper de ses enfants, beaucoup être présent avec le développement des techniques Montessori, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais enfin, c'est des techniques qui supposent, on va dire des approches éducatives qui supposent une grande implication de la part des parents. On ne laisse plus les enfants jouer tout seuls comme on pouvait le faire dans les années 90. Donc les parents sont censés être très présents auprès des enfants, et évidemment, qui dit parent dit mère en fait. Hein. Qui dit parentalité intensive dit en fait maternité intensive. Et donc c'est pour ça que les stéréotypes liés à la maternité sont ceux qui ont sans doute le moins évolué. Mais après, donc ça c'est sur la maternité. Quelque chose d'autre qui est assez répandu en entreprise, c'est l'idée que les femmes
c'est ce qu'on peut appeler le sexisme bienveillant. Donc, l'idée que les femmes sont un peu plus fragiles, un peu plus empathiques, mais donc il faut peut-être les protéger, ne pas leur proposer de prendre un poste qui serait jugé comme trop difficile, ou bien, par exemple, moi j'ai déjà vu le cas, même à l'université, une femme qui est enceinte, on va se dire, bah, je vais peut-être pas lui proposer tel poste parce que ça risque d'être compliqué pour elle. Donc en fait, on prend, ça part pas d'une mauvaise intention, hein, mais de fait, on prend des décisions qui vont conduire à potentiellement pénaliser une personne, et surtout on prend les décisions à la place de la personne. En fait. Donc ça, c'est encore, je pense, assez répandu. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que vraiment, moi, c'est un peu ce à quoi je ne m'attendais pas en rentrant sur le monde du travail. Et c'est justement que parfois, ça peut... Enfin, on a vraiment l'impression que ça part d'une bonne intention de nos managers, etc. Et c'est le truc dont on se méfie pas et qui est un peu plus insidieux, en fait, puisque c'est ce qui va vraiment... Oui, donc c'est ce qui va plus sur le long terme affecter, je pense... mais ça peut même aller jusqu'à affecter, je pense, notre confiance en nous, quoi. Qui est déjà quelque chose qu'on, en tant que femme, on est plus à même de subir un manque de confiance en soi, un syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Et c'est vraiment le truc dont moi, je me méfiais pas du tout, et pourtant, je me considérais comme plutôt sensibilisée au sujet. Et en fait, c'est le truc qu'on rencontre vraiment, je pense, de manière quasi universelle. Et donc en France, en termes d'inégalité et de stéréotypes, où est-ce qu'on se situe dans la plupart des entreprises? Alors en France, si on compare par rapport aux autres pays européens, la France est plutôt bien située sur les stéréotypes conscients. Hein. Donc, encore une fois, moi j'ai travaillé plutôt sur les stéréotypes conscients, mais il y a toute une partie des stéréotypes qui sont inconscients. Plutôt bien située, notamment parce qu'elle a beaucoup progressé en fait, depuis les années 2000-2008. Parce que dans le livre, je fais une approche longitudinale depuis les années 90, donc on voit que la France a en fait plus progressé que les autres pays européens depuis, en gros, la fin des années 2000. Donc elle est plutôt dans le peloton de tête, en fait, donc avec un peu moins de stéréotypes que dans d'autres pays européens. C'est valable aussi pour les inégalités. Alors, c'est un peu plus compliqué sur les inégalités parce que il y a des inégalités. Les inégalités professionnelles, ça va pas dans le même sens, dans le sens où je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Si on prend les pays où les femmes travaillent beaucoup moins que les hommes, donc les pays où il y a un fort écart de taux d'activité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire que les femmes ont moins accès au marché du travail, des pays comme l'Italie ou la Roumanie sont des pays où il y a une forte inégalité d'accès au marché du travail. Et en fait, ce sont aussi les pays où il y a le plus faible écart salarial d'Europe, tout simplement parce que qui dit moindre accès au marché du travail dit qu'il y a un fort biais de sélection des femmes à l'entrée sur le marché du travail, et donc celles qui travaillent, finalement, elles sont aussi bien payées que les hommes. La France, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un pays dans lequel il y a un faible écart de taux d'activité entre femmes et hommes. Les femmes travaillent quand même moins que les hommes, mais l'écart est faible. Mais en revanche, il y a un fort écart salarial. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile de dire la position de la France, parce que ça dépend des types d'inégalités. Et donc, par progresser, qu'est-ce que ça entend précisément? Est-ce que ça entend diminuer l'écart salarial, ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement progresser en termes d'inégalité et stéréotypes? Alors, ouais, c'est une très bonne question, parce que même les stéréotypes, ils ne vont pas forcément tous exactement dans le même sens. Hein. Donc, en fait, travailler sur les inégalités professionnelles, ça veut dire travailler sur plein de dimensions en même temps. Et comme je le disais, si on permet aux femmes de plus accéder au marché du travail, finalement, par ce fait même, on va augmenter l'écart salarial. Donc, c'est compliqué de savoir sur quel levier jouer. Il faut sans doute jouer sur tous les leviers en même temps. Moi, je pense que l'écart salarial, si on prend l'écart salarial mensuel, hein, parce qu'on peut ramener l'écart salarial à un temps plein, mais si on prend l'écart salarial mensuel, donc il est aux alentours de 23% en France, je pense que c'est un bon résumé quand même de toutes les autres inégalités. Parce qu'à l'intérieur, il y a le fait que les femmes sont plus souvent à temps partiel, le fait qu'elles ont moins accès aux responsabilités, le fait qu'elles ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Et il y a aussi la discrimination directe qui existe encore, le fait de moins payer une femme parce qu'elle est une femme. Il y a aussi le fait que les femmes négocient moins leur salaire, etc. Donc il y a un peu tout dans l'inégalité salariale. Donc je pense que c'est sans doute un bon indicateur. Et est-ce que la féminisation d'un métier, ça permet de changer les perceptions qu'on a de ce métier? Alors oui, mais malheureusement, pas forcément dans le bon sens. Souvent, la féminisation, ça va de pair avec la dévalorisation. Alors, je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant, mais ça montre bien à quel point, en fait, quand je vous parlais des biais inconscients, en fait, tout dans notre société
conduit à dévaloriser ce qui est considéré comme féminin et à valoriser ce qui est considéré comme masculin. Donc un exemple qui est connu, c'est le métier de sténodactylographe. Donc c'est un métier qui, initialement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc à la fin du 19e siècle, c'était un métier très masculinisé. Donc il y avait beaucoup d'hommes qui exerçaient ce métier. Et c'était considéré comme un métier très technique, qui nécessitait beaucoup de compétences techniques notamment, parce qu'il y avait le rapport avec la machine, etc. Bon, vous savez comme moi que ce métier est devenu extrêmement féminin au cours du XXe siècle, on parlait de la dactylo, etc. Et en fait, en devenant féminin, il s'est complètement dévalorisé. Donc, notamment, alors qu'on considérait ce métier comme étant très technique, on a commencé à, je dis on, évidemment, c'est la société globalement, a commencé à dire, bah non, en fait, ça ne nécessite aucune compétence, ça nécessite seulement d'avoir une certaine dextérité manuelle. Or, bon, les femmes, naturellement, elles ont plus de dextérité manuelle parce qu'elles ont appris à jouer du piano, etc. Donc, ça a conduit à complètement dévaloriser ce métier et en faire un métier qui, bon, aujourd'hui, qui n'existe plus tellement, mais qui, à la fin, était un métier assez peu valorisé, en tout cas assez peu rémunéré. Et donc, dans cet exemple, on voit plusieurs choses. On voit notamment ce qu'on appelle la naturalisation des compétences associées aux compétences féminines, et notamment l'idée que dès que c'est quelque chose de féminin, c'est naturel. Comme je vous disais, la dextérité, ça devient naturel, alors que la technique, c'était une compétence qu'il fallait valoriser. Donc on voit ça dans cet exemple. Ça permet d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a quand même une question qui est intéressante sur le plan des inégalités, c'est pourquoi les métiers les plus féminisés sont aussi les moins bien rémunérés. Ça a été montré que quand un métier se féminise, la rémunération moyenne baisse. Ben, une des raisons, c'est parce qu'on a tendance à naturaliser les compétences jugées féminines, notamment les compétences relationnelles, les compétences d'empathie, par exemple. On va avoir tendance à dire que ce n'est pas vraiment une compétence, alors que ben, si, l'empathie, c'est une compétence qui s'acquiert. Mais comme elle est plus développée chez les femmes, disons un combo entre le stéréotype sur le fait que c'est plus développé chez les femmes et l'idée que du coup, c'est une compétence naturelle, finalement quasiment innée, et donc on n'a pas besoin de la rémunérer, vu qu'elle est innée, et donc on paye moins ces métiers-là. Donc féminiser un métier, oui, ça fait changer la représentation sur le métier, mais pas forcément, malheureusement, dans le bon sens. C'est-à-dire que les études montrent qu'il y a une corrélation entre l'évolution de la féminisation d'un métier, si un métier se féminise, et sa dévalorisation à la fois sur le plan salarial et sur le plan de la reconnaissance sociale. Alors après, je voulais quand même dire dans ma réponse à cette question que les représentations sur les métiers... Les représentations sur le genre, elles dépendent des pays, hein, évidemment, mais bon, on va dire dans les pays d'Europe, globalement, c'est à peu près les mêmes représentations. Je pourrais vous citer quelques tribus dans lesquelles les hommes sont supposés être très doux et les femmes sont supposées être très agressives. Bon, ça reste assez exceptionnel. Mais par contre, les représentations sur les métiers varient beaucoup en fonction des pays. Et notamment au Japon, par exemple, le métier d'éboueur ou d'éboueuse est un métier extrêmement féminisé. Donc on voit bien qu'en fait, il n'y a pas de lien... biologique entre le fait d'exercer un métier et le genre d'une personne. Ça dépend aussi beaucoup de la manière dont le métier est perçu dans la société, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, j'aimerais bien rebondir sur les inégalités salariales, parce que vous dites que mensuellement, c'est environ 23%, mais je me demande comment c'est calculé, parce que je me demande la pertinence de calculer cet écart quand on sait que malheureusement, les postes à haute responsabilité sont largement masculine, donc c'est normal qu'un PDG gagne plus que quelqu'un qui est plus bas dans l'échelle. Et donc je voulais un peu savoir à même poste, à même niveau, s'il y avait un écart aussi important. Alors c'est une très bonne question. Donc en France, c'est assez difficile d'avoir des chiffres, mais bon, il y a quand même des chiffres sur le sujet, mais ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle poste identique en fait. Je pourrais y revenir. En gros, donc l'écart mensuel, c'est 23%. L'écart de salaire horaire, donc c'est-à-dire quand on évacue l'effet de temps de travail, parce qu'en fait, dans ces 23%, il y a le fait que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes. Donc l'écart de salaire horaire, c'est plutôt aux alentours de 15%. Donc on passe de 23 à 15 quand on contrôle l'effet de temps de travail. Ensuite, l'écart, quand on raisonne à peu près à secteur identique, etc., c'est plutôt aux alentours de 10%. Et ensuite, l'écart, quand on prend vraiment toutes les caractéristiques d'une personne, ça se réduit encore, mais je ne sais pas exactement de combien. Donc la question, c'est quel est le bon chiffre? Est-ce que c'est 9%, 10%, 16%, 23%? Parce que finalement, on a plein de chiffres. Je pense que ça dépend de ce qu'on mesure, mais si on veut mesurer globalement les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est plutôt le 23%, parce que
vous dites les femmes ont moins souvent accès à des responsabilités, mais c'est en soi une inégalité. Donc le 23%, il rend mieux compte de ça. Par ailleurs, vous dites aussi, c'est normal que certains métiers soient mieux rémunérés que d'autres, hein, c'est sûr, c'est normal qu'être PDG, ça soit mieux rémunéré que ne pas être PDG. Mais en même temps, il y a plein d'autres métiers, plein d'autres différences de rémunération entre métiers qu'on pourrait interroger. Donc, par exemple, dans la société française, le métier d'infirmier ou d'infirmière, c'est un métier qui n'est pas très bien rémunéré. Pareil, instituteur ou institutrice, c'est des métiers qui ne sont pas très bien rémunérés. À l'inverse, on va prendre métier masculinisé, pilote d'avion, bon, c'est un métier qui est très rémunéré, qui est bien rémunéré. Bah, ça, on pourrait se demander pourquoi, en fait. Enfin, qu'est-ce qui fait que pilote d'avion, c'est mieux rémunéré qu'instituteur ? Est-ce qu'un pilote d'avion, il a vraiment plus de responsabilités ou plus de compétences ou plus d'importance dans la société qu'un instituteur, une institutrice ou pareil, infirmier, infirmière. Donc c'est pour ça que dire qu'il y a certains métiers qui sont mieux rémunérés, finalement, on pourrait aussi se demander pourquoi ils sont mieux rémunérés. Et souvent derrière, il y a des études qui ont montré que derrière ces différences de rémunération par métier, il y a souvent aussi des biais sexistes, et notamment ce que je vous disais sur la naturalisation des compétences associées aux femmes. Donc typiquement, infirmier, infirmière, c'est un métier qui nécessite beaucoup d'empathie. Mais l'empathie, ce n'est pas considéré comme une vraie compétence, alors que c'est une compétence qui s'acquiert, etc. Donc, en fait, ce qui a été montré, c'est que dans les dispositifs de ce qu'on appelle la pesée des postes, donc c'est la manière c'est des techniques qui sont enseignées, qui permettent de dire tel poste doit être mieux payé que tel autre. Et bien en fait, dans ces dispositifs, ils valorisent beaucoup les compétences techniques et très peu les compétences sociales, par exemple. Or, on sait que par la socialisation, les femmes acquièrent souvent plus de compétences sociales que les hommes. Donc c'est pour ça que on pourrait se questionner sur le bon chiffre. Après, il y a encore un autre chiffre qui est l'inégalité de revenu global, donc ça c'est qui est encore plus élevé, c'est plutôt aux alentours de 35%. C'est quoi global Une égalité de revenu global, c'est si on compte tous les revenus qu'une personne a, y compris si elle ne travaille pas en fait. Alors l'écart de salaire mensuel, c'est le salaire, donc c'est que les personnes qui travaillent. Donc ça ne tient pas compte du fait que les femmes ont un taux d'activité inférieur à celui des hommes. Moi, j'ai une petite question juste pour rebondir. Quelle serait là-dedans la place de la négociation salariale ? Parce que, juste pour donner un peu de contexte, quand on avait préparé la conférence il y a 4 ans, on avait un peu regardé les enquêtes d'insertion à l'école, et le chiffre de 10% revenait quand on contrôlait par filière, c'est-à-dire ceux qui ont fait les mathématiques, ceux qui ont fait le génie civil, etc. Et du coup, alors, on se demandait, mais alors, est-ce que c'est parce que les types de métiers, une fois qu'on contrôle par la filière, changent, c'est-à-dire que les femmes se dirigent vers certains métiers, les hommes vers d'autres, et là-dedans, quelle est la place du coup de la négociation salariale ? Alors, effectivement, la question de la négociation salariale est très importante, c'est-à-dire que dans ce 10%, il y a effectivement une granularité plus fine des métiers qui permettrait de faire réduire le 10%. Il y a la discrimination directe, le fait qu'à diplôme égal, à profil égal, il y a des recruteurs qui vont moins rémunérer une femme, ça arrive encore, c'est interdit mais ça arrive encore. Et il y a la question de la négociation salariale, effectivement, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, il y a des grilles de salaire, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas tel poste c'est tant, on vous dit tel poste c'est entre tant et tant, entre 40 000 et 50 000, entre 45 000 et 50 000. Et donc, il y a une place pour la négociation, et on sait que les femmes négocient moins que les hommes le salaire pour plein de raisons, Des raisons liées à la socialisation, donc, notamment le fait que les femmes sont moins socialisées pour accorder de l'importance à l'argent. Donc, le rapport à l'argent varie en fonction du genre, pour des raisons de socialisation. Mais aussi le fait que les femmes, et tu l'as dit, souffrent plus souvent du syndrome de l'imposteur. Donc, c'est-à-dire l'idée, je n'ai pas forcément toutes les compétences requises, etc. Donc, quand on pense ne pas avoir forcément toutes les compétences requises, on va évidemment beaucoup plus hésiter à négocier son salaire. Donc il y a quelque chose qui est connu aussi, c'est que les hommes postulent beaucoup plus facilement, même s'ils ne pensent pas avoir toutes les compétences requises sur un poste, alors que les femmes attendent d'avoir vraiment toutes les compétences requises. Et donc ça effectivement, ça entre en ligne de compte, parce que l'entreprise, elle n'a pas intérêt, finalement, si la personne ne négocie pas son salaire, l'entreprise, elle n'a pas intérêt à augmenter le salaire, en fait. Donc, il faut que les femmes négocient leur salaire comme les hommes. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un refus, il ne faut pas se remettre en question. Il y a des questions dans la salle ? Oui, pardon. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez aussi que
Dans la part de la négociation, il y a le fait aussi de gagner plus que son partenaire dans un couple qui peut entrer en compte. Enfin, je sais que j'ai entendu de la part de certaines amies qui étaient en couple avec un homme qui n'était pas du tout du même milieu et elle était dans le milieu ingénieur. Elle expliquait que un motif possible de rupture pourrait être le fait qu'elle gagne plus que lui et que ça, en tout cas, c'est des choses qui arrivent, mais en tout cas, c'est des choses qui sont prises en compte et est-ce que ça peut aussi être un frein des femmes de se dire ah bah là, si je demande cette augmentation, je vais gagner plus que mon mari ou que mon partenaire et ça va possiblement changer la balance dans le couple. Je sais pas comment expliquer mieux cette question. Non, c'est sûr, ça entre en ligne de compte. En fait, on a des représentations. Si on regarde, donc aussi un autre stéréotype qui est très répandu, c'est ce qu'on appelle le modèle du male breadwinner, donc l'homme qui rapporte l'argent. Les stéréotypes en Europe et en France sur ce sujet, ils sont extrêmement répandus. Donc, un couple qui ne correspond pas à cette représentation, donc un couple dans lequel la femme gagnerait plus que l'homme, c'est un couple qui dévie de la norme, en fait. Et la déviation à la norme, c'est toujours compliqué. Alors, si c'est une norme légale, c'est compliqué, c'est interdit, etc. Mais même si c'est une norme finalement implicite, comme c'est le cas là, pour ce modèle du male breadwinner, ça va être compliqué psychologiquement en fait, à assumer. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est par exemple, ça va un peu dans le même ordre d'idée, des couples dans lesquels l'homme aurait voulu prendre un temps partiel, par exemple, pour s'occuper des enfants notamment, et alors que la femme n'a pas envie. Et j'ai déjà entendu des couples dire bah non, finalement on l'a pas fait parce que par peur du regard social en fait. Donc oui, c'est sûr que ça entre en ligne de compte. L'autre élément, c'est que on est tellement habitué à ce que les hommes gagnent plus que les femmes que dans un couple hétérosexuel, la femme peut se dire bon bah mon mari il gagne tant et ça lui fait une sorte de base en fait en se disant bon voilà je peux ne pas trop m'écarter de ce montant-là en fait. Alors que l'homme il raisonne sans doute pas du tout comme ça. Mais tout ça, c'est des questions de socialisation. On apprend cette vision, en fait, dès le plus jeune âge. Donc, c'est assez difficile, après, de s'en défaire. Juste un commentaire par rapport à ceux qui ont peut-être rigolé sur le fait qu'on pouvait se faire plaquer parce qu'on gagnait plus que son copain. Honnêtement, là, vous êtes peut-être à une époque où a priori, vous avez juste des relations, mais quand ça parle d'argent, vous allez faire l'emprunt sur une maison, sur un appartement, sur une voiture, et donc vous allez parfois indexer votre emprunt suivant le revenu que vous avez. Et là, ça devient plus compliqué. Quand vous savez que votre femme, elle détient plus de la maison que vous, par exemple. Non, mais après, il faut réfléchir aussi, si jamais on se sépare, qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. Donc il y a tous ces points-là qui ne sont pas forcément visibles de prime abord, mais qui rentrent en jeu après. Et ensuite, moi, je voudrais attirer un peu votre attention sur la négociation salariale. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que s'il y a des grilles de salaire, il faut savoir que vous aussi, vous êtes dans la grille et que vous avez absolument zéro intérêt à demander le bas de la grille. Si vous êtes entre 45 et 50, demandez 50. Parce qu'au pire, vous aurez 45, en fait. Et dans la plupart des négociations salariales, vous n'avez rien à perdre. Surtout si vous êtes déjà dans l'emploi. Et que c'est une négociation annuelle, par exemple. Au pire, vous ne l'avez pas. Bon. Et vous êtes aussi dans la grille des grandes écoles. Donc vous avez droit à un salaire qui est à ce niveau-là, qui est sûrement 10%, 20% de plus élevé que les autres écoles. Et à un moment, effectivement, on peut se sentir le poids de ce privilège, mais on a aussi travaillé pour. Et il ne faut pas cracher dans la soupe sur ça. Voilà, petit point. Moi, je voulais ajouter sur la négociation salariale. Alors, il y a un élément qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut lutter contre. Mais on sait que par ailleurs, en entreprise, le même comportement, quand il est adopté par une femme ou par un homme, ne va pas être évalué de la même façon. Donc, il y a des études, par exemple, sur les traders qui ont montré que... Il y a assez peu de traders femmes, mais ces études ont montré que l'agressivité dans la négociation, chez les traders hommes, c'était évalué positivement. Alors que chez les traders femmes, c'était évalué négativement. Alors qu'on se doute bien que l'agressivité dans la négociation, ça peut être que bon pour un trader. Donc, en fait, ça veut dire que les femmes, finalement, on leur met des bâtons dans les roues, on les évalue négativement, alors qu'elles adoptent un comportement qui est positif pour leur performance. Alors, c'est un peu pareil pour la négociation salariale. Je ne veux pas vous désinciter à négocier, hein, au contraire, mais sachez que c'est perçu moins positivement quand c'est une femme qui négocie. Parce que tout de suite, on va dire, ah, mais elle est beaucoup trop ambitieuse, elle a les dents qui règlent le parquet, etc.
Ce qu'on ne dira pas forcément d'un homme. Mais parce qu'il y a toujours cette idée, et ça c'est une idée répandue dans la société, que les femmes ne devraient pas en fait avoir ce même rapport à l'argent. Donc il faut négocier, absolument, je suis entièrement d'accord. Il faut aussi avoir conscience que l'image, mais il faut lutter contre ça aussi. C'est-à-dire que voilà, vous avez droit au même salaire que vos pères masculins. Effectivement, demandez le haut de la grille et puis vous verrez ce que vous avez. Et puis au pire, les gens penseront que vous êtes ambitieuse et c'est très bien. Moi, j'ai une question. Est-ce que les entreprises publient les grilles ? Alors, il y a une nouvelle directive qui vient de sortir, une directive européenne sur la transparence des salaires. Donc, on va voir comment elle est adoptée, adoptée en France, adaptée aussi en France. On verra ce que ça donne, mais la directive, elle vient de sortir là. Et moi, je suis convaincue que c'est un bon levier quand même pour atteindre l'égalité, parce que ça permet de se positionner, ça permet de voir où ses collègues sont positionnés, sachant qu'en France, on a un peu de mal à parler d'argent, donc on ne parle pas forcément beaucoup avec ses collègues. Donc c'est aussi difficile d'avoir des informations finalement. Et là, cette directive, elle vise justement à améliorer l'égalité femmes-hommes. C'est un des points centraux de cette directive. Mais pour l'instant, spoiler, c'est pas hyper facile de trouver l'information. Et par contre, ce que je pourrais vous conseiller et que j'ai remarqué, c'est qu'entre jeunes, aujourd'hui, on est vachement plus apte à parler d'argent. Enfin, on a beaucoup moins de tabous autour de ça. Et donc, si vous posez la question, vous, en premier, peut-être que vous aurez l'impression de vraiment jeter une bouteille à la mer comme ça. Et en fait, tout de suite, vous allez voir que généralement, les jeunes autour de vous, ils vont répondre assez facilement. Et moi, j'ai vu la discussion être initiée vraiment plusieurs fois. Et les réponses tombent. Alors, pour l'instant, moi, j'ai souvent remarqué de l'égalité parce que je pense qu'ils respectent des grilles très strictes, qu'ils n'ont pas envie de se faire avoir là-dessus. Du moins pour les jeunes quand on sort tous des mêmes écoles. Mais voilà, n'hésitez pas à poser la question autour de vous. Généralement, si vous êtes entre jeunes, ça passe très très bien. C'est les jeunes, je sais pas. Moi, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Vous avez également plein d'outils à disposition, genre sur Glassdoor, vous pouvez contacter des anciens sur LinkedIn. Vous pouvez aussi accéder à la Société des ingénieurs et scientifiques de France. En fait, c'est un calcul de salaire d'un ingénieur. Donc vous entrez votre poste, votre taux d'ancienneté, les différentes responsabilités hiérarchiques et managériales, ou juste de projets que vous avez, et ça vous donne une fourchette. Voilà. Ouais, j'ajouterais sur le salaire que le premier salaire, le salaire que vous allez avoir à l'embauche est extrêmement important en fait, parce que après toutes les augmentations salariales, etc., elles sont décidées en pourcentage du salaire. Donc le premier salaire à l'embauche est très important. Après, il y a ce qu'on appelle la double hélice des inégalités, c'est-à-dire que si vous avez un salaire à l'embauche inférieur à vos pairs masculins, ben, ça va s'accentuer au fil du temps, parce que les augmentations sont décidées en pourcentage du salaire. Donc négociez bien. Enfin, faites attention en tout cas à ce premier salaire, qui est important. Vous dites que le premier salaire est important, mais le problème c'est que là on n'est pas encore entré dans l'entreprise, c'est pas le moment où on est déjà dans l'entreprise, on est confiant qu'on ne sera pas rejeté. Du coup, c'est beaucoup plus dur de négocier et je pense que c'est pour ça qu'il y a une plus grande différence, non ? Après ça, vous pouvez discuter directement avec vos camarades de promo. Généralement, il y a des enquêtes d'insertion qui sortent aussi, vous pouvez regarder celles des années précédentes. Normalement, ça baisse pas trop, hein. On est sur un contexte d'inflation. Du coup, vous pouvez avoir à tel poste, telle filière qui était par exemple consultant en stratégie ou je sais pas quoi. Vous avez les salaires. Donc après, vous pouvez aussi vous baser là-dessus pour négocier vos premiers salaires. Oui, et après l'autre élément, c'est que je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est que vous demandiez un salaire trop élevé, ça ne sera jamais un motif de vous refuser en fait. Donc, au pire, on vous dira non et on vous proposera quelque chose de plus faible, mais on vous dira pas non, on vous embauche pas, juste parce que vous avez demandé un salaire trop élevé. Donc, il n'y a pas de risque à négocier. De toute façon, la négociation, elle arrive en fin de processus. Alors, parfois, vous n'avez pas forcément déjà le poste, mais on vous dit bon, quelles seraient vos prétentions salariales avant qu'on vous dise si vous aurez le poste. Mais si là, vous dites quelque chose de trop élevé, les gens ne vont pas vous dire non juste pour ça. Ils vous proposeront un salaire plus faible, en fait. Ils vous diront, non, nous on était plutôt sur ça, est-ce que ça vous convient toujours ? Et là arrive le moment de la négociation. Mais... Moi j'avais une question par rapport aux politiques mises en place pour lutter contre les inégalités. Est-ce que concrètement dans vos travaux vous avez pu voir si elles avaient un impact ? Je pense par exemple aux quotas dans les entreprises. Est-ce qu'il y a un impact concret dans leur application ?
Oui, alors les quotas, c'est une des politiques qui a le plus d'effet, hein, parce que ça crée une obligation de résultat pour les entreprises, alors que la plupart des obligations légales, c'est des obligations de moyens. C'est-à-dire que, par exemple, les entreprises ont l'obligation de négocier une politique avec les syndicats, mais il n'y a pas d'obligation sur le contenu de cette politique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens. Et les entreprises peuvent ne pas mettre grand-chose, finalement, dans leur politique. Donc c'est pour ça que c'est une obligation de moyens qui est intéressante, mais qui peut potentiellement ne pas être suivie de beaucoup d'effets. Alors que les quotas, c'est une obligation de résultat. Et donc, les quotas, c'est ça qui a le plus d'effet. Alors, par exemple, la loi Copé-Zimmermann, qui date de 2013, je crois, donc de 10 ans, c'était une loi sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration. Et grâce à cette loi, 10 ans après, la France, c'est le pays d'Europe dans lequel il y a le plus de femmes dans les conseils d'administration. Et ça n'a pas du tout nuit à la performance des entreprises, je vous rassure. Alors il y a beaucoup de gens qui disent les quotas c'est pas bien parce que ça conduit à distordre le primat de la compétence, c'est-à-dire qu'on ne raisonne pas d'abord sur la compétence, on raisonne d'abord sur le genre. Moi je suis pas tellement d'accord parce que dire ça voudrait dire supposer que les femmes, qu'il n'y a pas de femmes compétentes. Enfin, donc déjà je suis pas trop d'accord avec ça et puis ensuite les quotas, c'est plutôt de se dire qu'il y a plein de personnes compétentes en fait. Et donc, autant dans les personnes compétentes, autant dans certains cas, privilégier des femmes qui ont sans doute eu plus de difficultés à arriver là où elles sont arrivées. Et ce qui va permettre par ailleurs de produire des nouvelles représentations. Donc, un exemple qui a très bien marché aussi, c'est les quotas en politique. Dans les années 2000, ou à la fin des années 90, il y a eu cette loi sur la parité en politique. Bon, depuis, il y a plein de femmes en politique qui sont tout aussi compétentes que les hommes et c'est très bien en fait. Ça permet de diversifier aussi sans doute les points de vue, etc. Donc les quotas, ça marche assez bien, mais ça souffre d'une image assez négative en fait dans la société, notamment la société française qui est très attachée à l'idéal méritocratique, alors que il y a quand même pas mal d'études qui ont montré que ça n'est qu'un idéal qui n'est pas du tout effectif dans la société française. Donc les quotas, ils viennent corriger des inégalités préexistantes. C'est pour ça que normalement, ça va plutôt bien avec la méritocratie. Moi, j'avais une question par rapport... Il y a une question dans la salle aussi. Ah. Mais non, c'était juste... J'avais une question par rapport au quota, justement, parce qu'il n'y a pas un versant négatif de dire, par exemple, quand une femme est promue à un poste, dans lequel on sait qu'il y a des quotas qui sont appliqués, oui, mais tu n'es là que parce qu'il y a un quota, et justement... ça va donner des difficultés en plus pour cette personne. Alors, oui, je suis entièrement d'accord, mais le problème dans ce que vous dites, c'est pas le quota, c'est la personne qui dit ça, en fait. C'est-à-dire Oui, c'est ça. En fait, le quota, il n'est pas là pour mettre des femmes incompétentes ou pour prendre n'importe quelle femme juste parce qu'elle est une femme et la mettre là. En fait, il est là pour, comme je disais, choisir parmi un ensemble de personnes compétentes, de préférence une femme dans des métiers très peu féminisés pour faire changer les représentations. Alors, je suis d'accord avec vous que ça peut être difficile pour les femmes qui bénéficient des quotas, mais ces femmes, il faut aussi qu'elles se disent plusieurs choses. D'abord, qu'elles se disent qu'elles ont sans doute eu beaucoup plus de difficultés pour arriver là où elles sont par rapport aux hommes, parce que, pour plein de raisons, on peut parler de plein de choses. Par exemple, les conseils d'orientation scolaire, à dossier équivalent, on ne donne pas les mêmes conseils d'orientation à une fille qu'à un garçon. Donc une fille qui arrive finalement dans une situation où elle peut être promue à un poste sur lequel il y a tellement peu de femmes qu'on est obligé de mettre des quotas, ça veut dire que déjà elle a dû pas mal batailler. Donc ça c'est le premier point. Si pour une fois elle bénéficie d'une aide, c'est peut-être pas plus mal. Et le deuxième point qu'elle peut se dire, c'est que les quotas, ils sont pas là uniquement pour les femmes qui en bénéficient. Ils sont même, je dirais, pas trop pour les femmes qui en bénéficient, ils sont plutôt là pour faire changer les représentations. Et c'est typiquement ça, les quotas en politique, en fait, il faut faire changer les représentations, il faut que les Françaises s'habituent à avoir des femmes en politique. Et une fois qu'on s'y habitue, en fait, ça devient naturel. Et donc, quand on va se dire, on va nommer ou élire telle personne, le fait que cette personne soit une femme ou un homme, finalement, aura beaucoup moins d'importance. Et c'est un peu pareil en entreprise, si on commence à avoir beaucoup de femmes dans les conseils d'administration, dans les comités exécutifs, etc., petit à petit, la question du genre va moins se poser. Après, je suis d'accord que c'est pas forcément facile pour les femmes qui en bénéficient, mais ce qui fait que c'est pas facile, c'est pas le quota en lui-même, c'est
la communication qui l'accompagne ou la culture de l'entreprise qui fait que juste parce que c'est une femme, on va la soupçonner d'incompétence en fait. Parce que c'est un peu ça, derrière ce que vous dites, c'est pas parce qu'elle a bénéficié d'un quota, c'est parce qu'elle est une femme qu'on va soupçonner qu'elle est incompétente. Et la troisième chose qu'elle peut répondre, c'est que les hommes, ils ont bénéficié de quotas pendant des siècles et des siècles. Pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Non, et puis aussi, quelque chose, les entreprises, elles n'ont aucun intérêt à faire des choses qui vont les faire couler. Donc, et d'ailleurs, depuis les quotas, je ne pense pas que toutes les entreprises aient coulé parce qu'on a imposé qu'il y ait des femmes au comité exécutif ou ce genre de choses. Et donc, même sur... par exemple, moi, je sais que là, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, à CV équivalent, mais je dis bien vraiment à CV équivalent, entretien qui s'est passé exactement de la même manière, comme il n'y a pas assez de filles dans l'équipe, si c'est une fille, ben, on prendra la fille. Pareil, si c'est une personne qui vient de l'étranger, on va prendre une personne qui vient de l'étranger pour qu'il y ait plus une culture anglophone, etc. Mais encore une fois, c'est à CV équivalent. Jamais on va se permettre de prendre quelqu'un où on se dit, ben, bon là on prend un risque pour les performances de l'équipe juste parce que c'est une fille, juste parce que c'est un anglophone ou ce genre de choses. Moi j'avais une question. Notamment, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui vont dire que moi, les stéréotypes de genre dans le milieu du travail, bah, ça n'existe pas, c'est juste les femmes qui sont... je sais pas, elles préfèrent rester à la maison, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, mais on leur dit de lire mon livre sur les stéréotypes de genre. Non, les stéréotypes de genre, c'est encore très répandu. Il y a encore quasiment la moitié des Européens qui pensent que les femmes, ce qu'elles veulent vraiment, c'est plutôt avoir un foyer et des enfants plus qu'un travail. La moitié des Européens, c'est très répandu. Mais en France, ça reste aussi assez répandu. Les stéréotypes, il y a aussi, je pense que c'est plus d'un tiers des Européens qui pensent que le travail d'un homme, c'est de gagner de l'argent et celui d'une femme, c'est de s'occuper de la maison et de la famille. Donc les stéréotypes, c'est très répandu et je ne vois pas pourquoi les entreprises, pourquoi ça serait moins répandu dans les entreprises que dans le reste de la société. Parce que moi, j'ai travaillé sur un échantillon qui est représentatif au niveau français et européen. En France, on voit que c'est répandu, donc a priori, c'est répandu aussi dans les entreprises françaises. Après, ce que les gens disent, c'est aujourd'hui, les procédures, les processus RH, ils garantissent l'égalité. Si les femmes travaillent moins, c'est parce qu'elles le choisissent. Donc, par exemple, elles choisissent d'être à temps partiel. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup. Mais là, on pourrait questionner cette notion de choix, parce que si on regarde dans le détail, par exemple, les raisons pour lesquelles les femmes sont à temps partiel et les raisons pour lesquelles les hommes sont à temps partiel. Donc, pour vous donner une idée, en France, il y a à peu près un tiers des femmes qui travaillent qui sont à temps partiel. Et c'est 8% des hommes qui travaillent qui sont à temps partiel. Donc, ça explique beaucoup l'écart de salaire, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est très intéressant de regarder les raisons pour lesquelles les personnes sont à temps partiel. Donc la première raison invoquée par les femmes qui sont à temps partiel, c'est s'occuper des enfants ou d'un proche dépendant. Alors que la première raison invoquée par les hommes, c'est faire une formation ou avoir une autre activité professionnelle. Donc on voit bien qu'en fait, il y a un fort poids des représentations sociales, et notamment cette idée que les femmes doivent s'occuper des autres. Et la différence, elle est tellement statistiquement significative entre femmes et hommes qu'on ne peut pas dire que c'est un choix individuel. On ne peut pas dire que c'est individuellement chaque femme, c'est 30% de femmes qui sont à temps partiel individuellement, elles ont toutes choisi d'être à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants. Elles ont choisi, en fait, entre guillemets, mais ça veut dire que c'est la société quand même qui pousse les femmes vers quelque chose et les hommes vers quelque chose d'autre. Ou alors on dit qu'il y a des différences biologiques entre les femmes et les hommes qui font que les femmes, effectivement, elles préfèrent s'occuper des enfants et les hommes préfèrent travailler. Mais ça a été pas mal remis en cause, hein, cette idée des différences biologiques, notamment pendant longtemps on a cru, parce que à la naissance du premier enfant, le cerveau de la femme se modifie, le cerveau de la mère se modifie, il y a une zone qui se développe et c'est pas le cas chez le père. Donc pendant longtemps on a dit c'est ça l'instinct maternel, en fait on voit bien qu'il y a une zone dans le cerveau qui se développe et donc ça prouve bien qu'il y a des différences biologiques entre femmes et hommes sur le plan de la parentalité. Et par la suite, il y a des études qui ont été menées sur des couples d'hommes homosexuels qui avaient adopté un enfant très jeune. Et en fait, ils ont montré que le cerveau d'un des deux hommes se modifiait dans ces cas-là. Et donc, ça a permis de revoir complètement cette théorie en montrant qu'en fait, le cerveau de la personne qui se modifie, c'est le cerveau de la personne qui s'occupe le plus de l'enfant. Le congé maternité en France fait que les femmes sont plus amenées à s'occuper des enfants, des bébés.
Donc c'est le cerveau des mères qui se modifie, mais si l'organisation était différente, et dans un couple où ça serait plus le père qui s'occuperait de son enfant, ce serait le cerveau du père qui se modifierait. Donc on voit bien que ces différences qu'on appelle biologiques, elles sont sans doute pas si biologiques que ça. Moi, j'aurais juste bien voulu avoir votre opinion au niveau du retour de la tradwife aux États-Unis notamment. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça implique notamment au niveau des stéréotypes de genre dans le milieu du travail? Oui, alors donc c'est sur les réseaux sociaux, c'est ça, des femmes qui se présentent comme étant... Ouais, j'ai lu des articles là-dessus. Non, mais en fait, je trouve que moi, mon idéal de société, et je pense que c'est aussi ce que mes recherches montrent, mais c'est que la société, elle nous pousse, c'est ce que je disais, la société, elle nous enferme en fait, dans un rôle quand on est une femme, dans un autre rôle quand on est un homme. Et ça, je pense que c'est néfaste à la fois pour les femmes et pour les hommes. Donc moi, à mon avis, là où on pourrait vraiment lutter contre les stéréotypes de genre, c'est en montrant différents modèles. C'est-à-dire qu'une femme qui veut être une tradwife, très bien, en fait. Si elle veut vraiment, si c'est pas la société qui l'a poussée là-dedans, et si c'est pas juste pour se conformer à une norme sociale, très bien. Mais après, il faut aussi que la femme d'à côté, si elle veut ne pas avoir d'enfants, se consacrer entièrement à sa carrière, rester célibataire, qu'elle puisse le faire. Il faut que la femme d'à côté, si elle est lesbienne, elle puisse aussi vivre sa vie de façon épanouie, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il faudrait surtout qu'il y ait une diversité de modèles. Et c'est ça qui est dangereux, je pense, dans les réseaux sociaux, etc. C'est quand il y a un seul modèle qui s'impose, et surtout, a fortiori, quand ce modèle il va dans le sens d'une forte dépendance économique. Parce que on pourrait dire, si les femmes veulent être femmes au foyer, et finalement, ça les regarde, et c'est très bien qu'il y ait une diversité, et voilà. Le problème, c'est que les femmes qui sont mères au foyer, elles sont totalement dépendantes économiquement de leur conjoint. La dépendance économique, on sait très bien que c'est un facteur, par exemple, de risque en termes de violence conjugale, par exemple. C'est un facteur de risque, ça veut dire que la femme, elle ne peut pas prendre la décision de divorcer. C'est un facteur de risque sur plein d'autres choses, en fait. Donc, en tout cas, il faut que ces femmes, elles aient conscience qu'elles se mettent dans une situation de dépendance économique qui peut être dangereuse à terme, en fait, pour elles et accessoirement pour leurs enfants. Est-ce qu'on voit une diminution des inégalités salariales et des inégalités de patrimoine avec l'évolution des mentalités? Ou est-ce qu'au final, ça ne change pas tant que ça? Oui, sur les inégalités salariales, ça a évolué, mais pas aussi vite que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est-à-dire que si on regarde l'écart salarial global, il a un peu diminué au fil du temps. Il ne va pas peut-être passer de 28% à 23% depuis les années 90. Ce qui n'est pas énorme. Alors, une des explications à ça, c'est aussi que les femmes travaillent plus. Et comme je vous le disais, en fait, plus les femmes travaillent, plus il y a potentiellement d'écart salarial parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de biais de sélection. Bref. Donc finalement, c'est difficile de savoir exactement la part de ce qui est lié au fait que les femmes travaillent plus. Non, sur l'écart salarial, la progression elle est quand même assez décevante, honnêtement. Ce qui est assez décevant aussi, c'est l'accès des femmes aux responsabilités. Et c'est pour ça que l'Union européenne préconise de plus en plus les quotas en fait, sur ces sujets-là, parce qu'on voit bien que c'est au moins c'est un moyen efficace d'atteindre certains objectifs. Globalement, ça évolue assez lentement sur ces sujets-là. Alors après, il y a l'inertie, il y a une très forte inertie de ces chiffres, parce que si on regarde l'écart salarial en France, dans cet écart salarial, il y a l'écart salarial dans des générations 50, 60 ans, qui étaient des générations, par exemple, pour lesquelles le congé maternité n'était pas encore neutralisé sur le plan de la rémunération. Parce que ces lois, elles sont arrivées en 2006, par exemple. Donc c'est pour ça que l'écart salarial global en France, c'est un chiffre sur lequel il y a une très forte inertie, ce qui est normal. L'écart salarial chez les plus jeunes, il est plus faible. Mais on ne sait pas s'il est plus faible parce que c'est des personnes qui n'ont pas encore d'enfants, et on sait que l'écart salarial s'accroît au premier enfant. Donc en fait, il y a plein d'éléments en même temps qui sont assez difficiles à décoder. Juste une question pour revenir sur les quotas. Pour pouvoir instaurer des quotas, il faut qu'il y ait des femmes qui puissent justement arriver à ces positions-là. Et quand on voit aujourd'hui la part de femmes qui, par exemple, choisissent des métiers scientifiques, des métiers techniques, que de plus en plus ça diminue, notamment avec le nouveau bac, même s'il y a des mesures qui ont été prises dans l'autre sens, comment on fait en fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà imposer dès le lycée en fait, des quotas, ou entre guillemets avoir un... Enfin, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais mieux accompagner les jeunes filles pour qu'elles se tournent vers les maths, parce que
il y a des études qui montrent que au bac, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes sur les résultats, et que même s'il y en a une, c'est les filles qui sont plus fortes que les garçons en maths, en tout cas au lycée. Et ma question, elle se pose de comment ça se fait que, bien qu'elles soient plus fortes au lycée, qu'elles aient même parfois une plus grande appétence, on leur dit va en médecine ou va t'occuper de quelqu'un d'autre, enfin vers les métiers de soins, et on les dirige pas vers des métiers vers l'ingénierie ou vers la prépa. Enfin, je sais que personnellement, moi j'ai été dirigée vers ces milieux-là parce que j'ai eu des professeurs femmes qui étaient passées par ces schémas-là. Et je pense pas que si je regarde dans mon lycée, d'autres filles qui étaient peut-être aussi douées que moi n'ont pas été dirigées vers cela, notamment parce qu'elles avaient... Enfin, je sais pas si c'est corrélé, mais en tout cas, elles avaient des professeurs masculins. Oui, j'irais même plus loin. Il y a 2 éléments de réponse. Le premier élément, c'est que j'irais même plus loin en disant c'est même dès le collège et sans doute même dès la primaire. Hein. Dès la primaire, si on fait des études sur les stéréotypes de genre, donc, par exemple, il y a une étude qui est connue où on demande à des enfants qui sont, je crois, en fin de primaire, on leur donne une figure un peu compliquée à reproduire, une figure géométrique un peu compliquée à reproduire. Dans un groupe, on dit que c'est un exercice de dessin, dans l'autre groupe, on dit que c'est un exercice de géométrie. Et quand on dit que c'est un exercice de géométrie, les filles réussissent moins bien. Donc ça veut dire que dès la primaire, en fait, elles ont intériorisé ce stéréotype du fait qu'elles sont moins bonnes en maths. Donc il faudrait travailler, à mon avis, dès la primaire ou peut-être même dès la maternelle sur ce côté-là, en disant, en fait, il n'y a pas de raison que les filles réussissent moins bien en maths. Après, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'orientation. C'est-à-dire on sait que les conseils d'orientation qui sont donnés ne sont pas les mêmes. Et dans ces conseils d'orientation, il y a à la fois des préjugés sur le fait que les filles sont moins bonnes en maths, etc. Mais il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur le sexisme bienveillant. On va plus protéger les filles. Donc on va moins leur donner le conseil d'aller en classe préparatoire, par exemple, parce que la classe préparatoire, c'est perçu comme un environnement qui est difficile, avec beaucoup de compétition. Et donc, comme on protège plus les filles, on donne moins ce conseil. Donc effectivement, moi je pense qu'il faudrait travailler dès le collège, peut-être dès la primaire, sur cette question de l'orientation. C'est capital. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que je pense aussi qu'on a un peu trop tendance à se focaliser sur la question des maths en ayant l'impression que si on n'a pas fait de maths, on ne peut plus accéder à certains métiers, alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est moi, parce que j'ai fait une filière littéraire au lycée. Je faisais les maths, voilà, c'était vraiment très léger. Et après, j'ai fait une prépa et après une école de statistique. Donc, ce qui prouve bien que pour faire une filière littéraire, plus trop faire de maths et puis après revenir vers les maths. Enfin, il n'y a pas de raison pour lesquelles les maths, ça serait différent d'une autre matière. On n'a jamais dit à quelqu'un qui n'a pas fait de français pendant 2 ans qu'il ne peut pas ensuite exercer tel ou tel métier. Donc, je pense qu'il y a cette idée qu'il faut avoir absolument fait des maths pour exercer certaines responsabilités, ce qui pourrait se questionner. Et pour vous donner un autre exemple, donc moi j'ai travaillé chez Orange quand j'ai fait ma thèse en chiffres chez Orange sur l'égalité professionnelle. Et à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un métier qui était très peu féminisé, c'était le métier de technicien sur le réseau, technicien réseau. Et donc c'était 10% de femmes en gros, et ils voulaient le féminiser, et ils recrutaient sur un DUT, qui est le DUT Réseau Télécom. C'est un des DUT les moins féminisés de France. Or, par ailleurs, il se trouve que le réseau d'Orange, par cette particularité, parce que Orange c'était initialement France Télécom, c'est un réseau qui est tellement particulier que de toute façon, il faut que tout le monde soit formé. Tous les nouveaux arrivants, ils sont formés, ils ont une nouvelle formation sur le réseau. Et donc, ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment pertinent de focaliser le recrutement sur ce DUT Réseau Télécom, sachant que de toute façon, les gens doivent être à nouveau formés, et sachant que par ailleurs, le métier de technicien réseau, il a pas mal changé avec l'arrivée de la fibre. Donc, ils se sont dit, en fait, il y a peut-être d'autres diplômes qui conviendraient mieux. Et en faisant cette recherche, effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres diplômes plus féminisés qui, par ailleurs, convenaient mieux au métier. Il y a un dernier exemple que je voulais vous donner qui montre en fait le fait que parfois on se focalise sur certaines matières en disant les maths ou certaines compétences en disant les compétences techniques, c'est des compétences qu'on ne peut pas acquérir après, alors que c'est faux parce que c'est plutôt l'inverse en fait. Les compétences techniques, elles sont plus faciles à acquérir après en faisant des formations que d'autres compétences comme les compétences plus sociales. Donc le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est toujours Orange, toujours le métier de technicien réseau, qui était très peu féminisé. Ils ont fait un partenariat avec Pôle emploi, où au lieu de recruter sur le CV, ils ont recruté sur une autre technique qui s'appelle le recrutement par simulation. En fait, on met les personnes dans une situation qui ressemble à la situation du métier. Donc par exemple, pour un vendeur, on pourrait lui demander d'essayer de se mettre dans une situation où il doit vendre quelque chose. Là, il devait souder de la fibre, je crois, ou faire un exercice qui ressemblait à de la soudure de fibre.
Et en fait, grâce à ça, ils ont recruté plein de femmes venant d'horizons hyper variés, fleuristes, des femmes qui n'avaient pas du tout ce DUT réseau télécom et qui après ont très bien réussi en fait. Donc c'était ça aussi le dernier élément de réponse, c'est de questionner aussi ce qu'on entend par compétences nécessaires et qui parfois provient de l'histoire, mais qui se justifie plus tellement parce que les métiers ils changent aussi, ils évoluent au fil du temps. Et notamment, moi, souvent, je questionne ce primat de la compétence technique qui souvent va écarter certaines formations peu féminisées, alors que les compétences techniques, ça s'acquiert, on peut être formé, et alors que par ailleurs, certains métiers sur lesquels on demande des compétences techniques, en fait, n'en nécessitent pas tellement, en vrai. Bonsoir. Donc moi, c'était juste une question pour les élèves et peut-être pour Elisabeth Bels. Donc on sait que certains secteurs payent mieux que d'autres. Par exemple, la finance va payer en moyenne mieux que le développement durable. Et une fois qu'on a dit ça, il y a un autre truc intéressant, c'est que les élèves des ponts se spécialisent à la fin du bac+3 et ont tous réussi les mêmes concours. Et en fait, je me demandais si on observait des différences d'orientation significatives, par exemple plus d'hommes en finance et plus de femmes en développement durable. Et si c'est le cas, quelles en seraient les raisons? Parce que les femmes et les hommes ont réussi leur concours de la même façon et devraient avoir autant confiance en eux. Effectivement, il y a peu de filles en SEGF, Pierre, cette année. Il y a Maud qui veut ajouter quelque chose. Elles sont 3 dans la finance, dans le groupe SEGF. Même donc dans mathématiques et informatique, on est 5 filles, sachant qu'on est 2 dans le cursus mathématique, donc ça veut dire qu'il n'y en a que 3 dans le cursus informatique pour 50 garçons, parce que en fait finalement ça mène à un super diplôme qui est le MVA et qui rapporte plein d'argent. Donc finalement, effectivement, il y a 5 filles en maths et informatique, mais il n'y en a que 3 dans le truc très très glorieux. Et moi j'aurais tendance à dire que en fait même quand on demande aux filles, moi j'ai l'impression que même quand on demande aux filles pourquoi elles sont entrées au pont, la plupart vont dire ah oui, je suis entrée grâce au français ou des choses comme ça, ou même à une sortie de rattrapage où il y avait d'un cours de maths, d'optimisation, il y avait plusieurs filles. Il y a un garçon qui a dit là on voit bien que les filles aux oraux elles sont priorisées, quand on voit qu'il y a autant de filles au rattrapage de maths, c'est qu'elles n'ont pas le niveau en maths. Je ne citerai pas son nom, mais tout ça pour dire que voilà, donc c'est pareil dans le truc de mécanique, mais tout ça pour dire que en fait même les filles se sentent pas légitimes d'être entrées au pont, et même les garçons sentent qu'elles sont pas légitimes, et en fait voilà, donc c'est pour ça que même en étant entrés au pont, les gens se sentent pas avoir le même statut. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, et je pense que ça suit beaucoup de gens toute leur vie aussi. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Alors, je ne sais pas si vous êtes rentrées, les femmes qui sont rentrées en septembre 2022, je pense que vous avez vécu la même expérience que moi en 2018, c'est-à-dire qu'on m'a dit que j'avais réussi mes oraux parce que c'était la Coupe du Monde et que les garçons étaient déconcentrés. Voilà. Du coup, à la personne, je lui ai demandé quel rang il avait eu à Minepont et j'étais meilleure que lui. Voilà. Donc a priori, c'était pas la Coupe du Monde. Non, honnêtement, sur les féminisations des filières, il y a un enjeu. Après, il faut savoir que c'est pas forcément déterminant pour votre taf. Par exemple, moi, je suis plutôt dans le secteur informatique, alors que de base, j'ai fait GI. Donc rien à voir. Mais je sais pas coder. Pourtant, je travaille avec des développeurs toute la journée. Mais juste de fil en aiguille et de stage en stage, j'ai découvert un truc qui me plaisait et après, j'ai postulé dedans. Et en fait, on m'a formée. Comme ce que tu disais sur les métiers techniques. C'était un truc un peu niche, et ils formaient de toute façon tout le monde au début, même les développeurs. Et au fur et à mesure, voilà, ça le fait. Et peut-être dans 2 ans, je ferai pas ça, et dans 5 ans non plus, mais c'est pas grave. Non, mais après, moi, je voudrais ajouter, il faut pas, il faut pas, évidemment, c'est dur, mais ce que je peux dire aux femmes parmi vous, c'est que, aux élèves femmes parmi vous, c'est que la société, c'est pas du tout qu'elle est plus dure pour nous, mais c'est que elle va pas nous pousser vers les mathématiques, elle va pas nous pousser vers l'informatique. Donc, si vous êtes en mathématiques ou en informatique, c'est que, en fait, vous avez évidemment votre place, parce que vous avez réussi à surmonter tout un ensemble de barrières, de freins qui ont été mis là, en fait,
vos enseignants, par la société globalement, par les conseillers d'orientation, etc. Donc en fait, ça a été plus difficile pour vous que pour vos pairs masculins. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes a priori plus méritante que vos pairs masculins, quoi. Donc il faut peut-être toujours vous dire ça, c'est-à-dire j'ai déjà surmonté plus d'obstacles en fait. Moi, je voudrais rebondir sur la question de Maud. Est-ce que vous pensez qu'en première année, il y a des élèves, des filles qui se censurent pour aller vers certains départements? Enfin, oui, pour rebondir, c'est quasi sûr que ça joue. De la même manière que déjà rien qu'en prépa, ça joue. Aller vers les filières MPSI ou PCSI. Enfin, en tant que fille, on se dit forcément que ça va être plus sympa en PCSI parce que c'est des effectifs où on est quasiment sur du 50-50 aujourd'hui. Mais et même la différence se fait ensuite sur les étoilés et non étoilés. En fait, on sait qu'une fille en étoilée, elle sera moins là. Et d'ailleurs, cette différence, je ne sais pas si ça s'explique spécialement par du niveau ou par de la censure, mais il y a ce côté où on sait que vers certaines filières, les filles vont forcément moins y aller parce qu'on les y attend moins, en fait. Et comme il n'y a pas de représentation de femmes là-dedans, si je regarde rien que dans les professeurs qu'on a à l'école, moi, dans les professeurs que j'ai, je cherche une femme, je n'en vois pas. En tout cas, j'en ai pas une qui me vient en tête de professeur femme. Et je ne sais pas si en première année, il y a... en tout cas, il y a des chargés de TD, oui, mais des profs qui se chargent de CM, il n'y en a pas, ou moi, en tout cas, si j'en ai eu une en SHS, quoi. Donc en sciences sociales, c'est dire, quoi. Ça montre des choses, en tout cas, dans le milieu de la mécanique. Pour ma part, moi, je suis en GMM. On est 5 filles dans la filière, sans compter les internationaux. Et il n'y en a qu'une seule qui a choisi modélisation. Et nous, toutes les autres, on est en conception. Et je pense qu'il y a aussi ce biais-là, quoi. Elle est toute seule en modélisation, qui est réputée pour être une filière assez difficile, tout ça. Et en fait, je me dis que il y a ces biais-là forcément qui apparaissent. Et aussi peut-être, on n'est aussi pas beaucoup au pont, quoi. On est, le chiffre de l'école, c'est 30%. En réalité, nous, en tout cas, sur notre promotion, on est 20%. Donc, je pense que ça joue. Après, dans ce que vous dites, il y a deux éléments, parce qu'il y a le fait que vous n'êtes pas très nombreuses, ou pas nombreuses dans certaines filières, mais il y a aussi un autre élément, et là, à mon avis, c'est comme le rôle de l'école. Je pense que le rôle de l'école, ça peut être aussi, en première année, de faire des conférences sur l'orientation, de vous montrer des femmes qui sont allées dans ces filières-là, souvent ça peut marcher assez bien. Mais c'est aussi ne pas tolérer les remarques du genre de celles que vous avez évoquées, en fait. C'est des remarques, c'est pas une remarque sexiste, normalement, c'est pas tolérable, en fait. Après, je pense que l'école n'est pas toujours, malheureusement, au courant de tout ce qui se passe. Mais parce que c'est un peu tous les jours, ce genre de remarques. Et c'est depuis la prépa, je pense. Vous me corrigez, mais en tout cas, moi, j'ai vécu ça en prépa, dans les 2 années de prépa, quand j'ai eu mes concours, quand je suis arrivée au pont, et après, ça m'a suivi. Alors, moi, je travaille sur l'égalité femmes-hommes, il n'y a que des femmes. Donc, Pardon, je recommence. Donc, je m'occupe du département SEGF, donc le département visé, un des départements visés. Chaque année, en effet, il y a de moins en moins de filles. Cette année, il y en a il n'y a que 3 sur 38. 2 qui sont plutôt du côté financier et 1 du côté économiste. Alors que la plupart du temps, les élèves choisissent plutôt le parcours économiste, probablement parce qu'on traite plus d'intérêt général que la finance, qui a un caractère privé plus affirmé. Une question que j'ai aussi pour les élèves, c'est est-ce que c'est... avant ma question, au début de l'année, pour contrer un peu ces effets de stéréotypes, j'invite des anciens et des anciennes élèves à parler dans le département, et c'est strictement paritaire. Je ne vous cache pas que c'est pas forcément très évident non plus à monter. Donc l'école, je pense, essaie de faire ce qu'elle peut, peut-être pas assez, mais alors j'aime pas du tout l'argument du vivier, mais et on peut être très proactif pour le faire, mais il y a quand même une réalité. Et donc la question qui me viendrait, c'est vous, qu'est-ce que vous attendriez de l'école pour changer ça? Et est-ce que
Sachant que vous exprimez ça, vous êtes capable de dire que vous avez pris des parcours différenciés. Est-ce que vous pensez que ça vient de l'école? Est-ce que ça vient des élèves aussi entre vous, dans vos relations? Et comment vous traitez ça entre vous? Comment vous surmontez ça? Ben, moi, je trouve qu'au niveau de l'école, c'est déjà assez bien ce qu'ils font. Et en vrai, là où ça se joue vraiment, c'est vraiment plus quelque chose de systémique que quelque chose qu'on va régler au sein de l'école. Enfin, à 20 ans, maintenant, pour démanteler tout ce qu'on nous a inculqué depuis le plus jeune âge, je trouve ça assez compliqué. Et c'est bien qu'on fasse le travail aussi, mais c'est vraiment plus quelque chose, à mon sens, enfin, les efforts, si on doit en mettre, eh ben, je pense qu'ils doivent être particulièrement dirigés au niveau des enfants qui sont les petits en maternelle et compagnie à l'école primaire. Et enfin, moi, quand je pense à ce que les ponts font pour nous, les femmes, pour qu'on se sente à l'aise, enfin, je sais pas trop comment les autres vous vous sentez, mais moi, je suis quand même... Enfin, les ponts, c'est quand même une des moins pires de toutes les écoles d'ingé. Hein. Enfin, moi, quand je m'imagine mes amis qui sont à Centrale, mais c'est atroce, quoi. Enfin, oui, c'est vrai qu'au pont, on se sent bien. Après, si je pouvais donner un axe pour l'école, c'est que donc, moi, quand j'étais en première année, donc je suis rentrée en 2021, on nous a présenté donc, les départements, on a eu donc, des petites classes, des cours magistraux pour nous expliquer comment c'était, etc. Donc ça, c'est super. Et ce qu'on pourrait faire en plus, c'est casser la glace, casser le tabou et dire clairement qu'on observe que les femmes se dirigent moins vers les secteurs les plus rémunérateurs, peut-être mettre des statistiques, parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de femmes en SGEF année après année. Je ne sais pas si c'est vrai. Et... Oui. Mais voilà, peut-être casser le tabou et dire clairement les choses et dire, voilà, on observe que... est-ce qu'il y a une sorte d'autocensure Pourquoi est-ce que l'année dernière, il n'y avait que 3 femmes en SGEF et en parler peut-être explicitement. Ça peut être une piste. Il faudrait pouvoir interroger les... Ok, merci. Comme le problème, c'est que mettre dans des cases tout de suite, il y a des stéréotypes hommes-femmes qui interviennent dans le fait de se ranger dans une case. Un moyen, ça serait de pas tout de suite s'orienter. Par exemple, Agathe parlait de Centrale, mais à Centrale, ils s'orientent en 3e année. Et en fait, de faire différemment, c'est faire choisir les cours aux élèves avec un minimum de cohérence, mais sans dire qu'on entre dans la case finance ou dans la case maths ou je sais pas. Et finalement, ça permettrait sûrement... Alors, juste, je comprends l'idée, mais en tant qu'alumni, et je pense que Claire, tu partageras mon point de vue, c'est hyper apprécié dans l'entreprise qu'on ait 2 ans de spécialisation. Et c'est vraiment un facteur différenciant des écoles. Par exemple, on nous compare souvent aux mines, où les mines se spécialisent qu'en 3e année. C'est vraiment valoriser le fait qu'au pont, on se spécialise en 2e année. Alors, peut-être laisser le choix, ce serait quelque chose de possible. Après, vous avez encore le choix, enfin en tout cas nous c'était le cas, vous pouvez aussi par exemple partir en économie et suivre plein de cours de finance, et après quand vous arrivez en entreprise, vous dites, quand vous négociez un poste, vous dites voilà, j'ai suivi tous les cours de finance. Enfin, si vous voulez ne pas vous spécialiser, personne va aller regarder votre diplôme et dire il est diplômé de GMM par exemple. Ça, personne n'est au courant. Ce qu'on va retenir, c'est les cours que vous avez choisis, et généralement on vous laisse quand même pas mal, en tout cas nous c'était le cas encore une fois, vous pouvez quand même choisir pas mal de cours dans d'autres départements si vous voulez pas choisir en 2e année. Mais si vous voulez avoir le privilège de dire voilà, moi je suis vraiment spécialisée dans ce domaine parce que ça fait 2 ans que je travaille dessus, ça c'est vraiment valorisé. Après je comprends aussi la volonté de faire autrement, mais peut-être juste vous donner un point de vue extérieur de... Après, sinon, il y a d'autres choses qui peuvent... Je sais qu'à Saclay, ils ont fait ça, c'est faire des doubles parcours. Donc, par exemple, ils ont fait une licence, je ne sais plus, informatique, sciences de la société, par exemple, qui a attiré pas mal de femmes, donc, dans lequel il y a de l'informatique. Donc, ça peut être aussi une idée. Ouais, moi, pour commencer, déjà avec mon avis sur ce qu'a dit Maud, je pense que c'est très bien qu'on se spécialise en 2e année parce que ça nous force à réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. Et moi, je préfère vraiment ma 2e année, ma 1re année parce que je sais quel est le sens de chaque cours. Et voilà, je me projette beaucoup plus dans la vie professionnelle. Donc moi, je trouve ça vraiment bien. Et ensuite, pour continuer, moi, j'ai personnellement beaucoup hésité entre SGEF et GCC Archi.
Et d'ailleurs changé en début d'année. Et c'était pas du tout de l'autocensure. D'ailleurs, mes parents, pendant tout l'été, ils m'ont orienté vers la finance, mais je voulais pas. Et voilà. Enfin, c'était pas du tout de l'autocensure, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste pour dire ça, quoi. Je pense pour apporter une piste à l'école, enfin aux représentants de l'administration qui sont là, et peut-être une des raisons pour lesquelles, voilà, les filles s'orientent pas trop, par exemple, vers la finance. Enfin, je pense qu'au Pont, le léger problème des départements, enfin, si on peut appeler ça un problème, c'est que c'est hyper connoté. Enfin, par exemple, il y a vraiment une image derrière chaque département. Les SGEF, c'est les sharks. Voilà, tout le monde sait ça. Les GCC, c'est ceux qui veulent faire du génie civil. Voilà, ils sont dans la tradition de l'école. Enfin, non, mais les VET, c'est les écolos qui ont des boucles d'oreilles partout, que hommes ou femmes. Et du coup, ça, je pense que c'est un vrai problème. Parce qu'en vrai, moi aussi, j'avais hésité avec SGEF, faire VET SGEF. Et au final, j'ai fait VET GCC. Et je pense que ça a un peu joué l'image de SGEF Shark. C'est vrai que j'avais pas du tout envie d'avoir cette image. Et je pense inconsciemment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, l'économie, ça aurait été hyper utile comme d'avoir ces outils. Bon, bref, ça, c'est mon problème. Mais du coup, ouais, je pense que ça, c'est un problème. Je sais pas du tout comment on pourrait déconstruire ça, parce que c'est vraiment super ancré parmi toutes les promotions des ponts. Voilà, c'est peut-être une piste. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, oui, c'est un vrai sujet, parce que dans tout ça, il y a en filigrane voilà, l'expression des jeunes filles qui ressort et qui est corollaire peut-être avec ce qu'on constate en termes de stats et de filles qui s'orientent moins vers certains domaines. Et là, on parle de shark, on parle de voilà tout ça, et on revient à certains stéréotypes en fait. Moi, je vous propose de revenir vers les questions qui sont un peu. Moi, je voulais juste rebondir pour revenir vers l'entreprise un petit peu. En fait, alors je pense qu'il n'y a pas de réponse, hein. Mais tout ce qu'on observe là sur les orientations, le manque de confiance en soi des femmes, etc., déjà à l'école, dès le lycée, la prépa, l'école d'ingé, malheureusement, je crois que ça continue bien en entreprise. Et du coup, je sais plus, il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure du fait de se déconstruire à 20 ans, c'est hyper dur. Et même, moi, c'est aussi quelque chose, quand je suis rentrée dans le monde du travail, je me disais, non, mais ça va, je m'y connais vachement, je sais très bien qu'il faut négocier son salaire, je sais très bien. Et en fait, une fois qu'on est face au truc, on se dit, voilà, maintenant je fais quoi? Parce que j'ai toujours pas confiance en moi, et on me dit que je suis stressée, et on me dit que on me demande d'où ça vient, ce manque de confiance en soi, etc. Et du coup, quel est le rôle des entreprises là-dedans? Parce que quand on voit que statistiquement, par exemple, les femmes négocient moins bien leur salaire, est-ce que les entreprises n'ont pas leur rôle à jouer là-dedans? De dire, voilà, je sais que statistiquement, elles négocient moins bien, donc je vais forcément leur appliquer un peu plus que ce qu'elles m'ont demandé. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de mécanisme à mettre en place en entreprise pour justement un petit peu combler le fait que c'est pas à nous de complètement se déconstruire. On peut aller chez un psy et faire tout un tas de séances, mais je veux dire, à un moment, voilà, ça fait quand même quelques temps qu'on est dans cette société qui nous a forgés. C'est vraiment très difficile. Les habitudes ont vraiment la vie. Non, alors je pense qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que les entreprises ont un rôle à jouer. La première pratique et la plus évidente, c'est de ne pas autoriser la négociation salariale. Ça serait possible aussi de dire un poste, ça vaut tant, en fait, quel que soit, finalement. Pourquoi on devrait négocier un salaire? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Notamment le premier salaire, finalement, où les gens n'ont pas grand-chose à négocier, en vrai, puisque encore les salaires d'après, on peut se dire, en fait, la personne, elle vient, elle a telle expérience, mais c'est pas le cas pour le premier salaire. Donc, on pourrait dire que le premier salaire ne devrait pas être négociable. Ça, c'est, je pense, la première réponse. Après, je pense qu'une fois qu'on est dans l'entreprise, les entreprises, elles ont un rôle à jouer, effectivement, et notamment, peut-être, et ça, il y a certaines entreprises qui le font, faire des formations spécifiques, pas forcément réservées aux femmes, pour développer la confiance en soi, et souvent, il y a plus de femmes qui y vont. Un autre type de politique qui marche assez bien, c'est organiser des réseaux de femmes, qui peuvent être ouverts aux hommes, mais dans lesquels il y a plus de femmes, et qui permettent à les femmes d'échanger entre elles. Parce qu'en fait, quand
échange entre femmes, on peut aussi mettre le doigt sur certaines choses et peut-être plus se déconstruire. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent assez bien fonctionner, c'est tout ce qui est mentoring, et donc permettre à une femme qui vient d'arriver dans l'entreprise d'être mentorée par une femme qui a plus d'expérience ou un homme qui a plus d'expérience, et comme ça, la personne lui décode un peu le monde du travail, les attentes, et typiquement ce problème de confiance en soi, etc. Mais après, c'est sûr que les entreprises, à la fois, elles récupèrent une situation, comme tu l'as dit, qui finalement est produite en dehors de l'entreprise, mais à la fois, le monde de l'entreprise, il a été pensé initialement par des hommes et pour des hommes. Hein. C'est-à-dire que, typiquement, ce qu'on va valoriser beaucoup en entreprise, quand je vous disais, on valorise beaucoup les compétences techniques, mais c'est pareil, on valorise beaucoup la très forte disponibilité. Par exemple, le fait d'être disponible du jour au lendemain pour aller faire un déplacement, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça, ou qui valorisent le fait d'être capable de faire une mobilité, par exemple. Ça, ça a été pensé par des personnes qui n'ont pas de contraintes, en fait, qui n'ont pas de contraintes, notamment familiales, donc plutôt des hommes qui avaient des femmes qui s'occupaient de leurs enfants, en fait. Le monde de l'entreprise a été pensé comme ça, initialement, au début du XXe siècle. C'est des hommes qui ont pensé les organisations telles qu'elles sont aujourd'hui. Et il faut faire changer aussi ces modes de fonctionnement. Donc c'est aussi le rôle des entreprises de changer aussi ces modes de fonctionnement, de changer les critères de réussite, de changer ce qui est valorisé en entreprise, de peut-être valoriser des carrières qui seraient moins linéaires, par exemple, de valoriser des compétences qui seraient des compétences moins techniques. Ça, c'est le rôle des entreprises. Et je pense que les femmes se sentiraient mieux aussi dans des organisations qui valoriseraient différemment le travail, la carrière. Oui, et je pense aussi qu'il y a je pense qu'il y a aussi le truc très difficile à comprendre quand on est quelqu'un qui n'a jamais vécu le syndrome de l'imposteur. Ouais. De se dire, bah, je comprends pas. Enfin, c'est comme si quelqu'un est en dépression, on va lui dire, bah, je comprends pas, sois heureux. Enfin, et ben là, c'est pareil, c'est genre, bah, je comprends pas, aie confiance en toi, t'as tes compétences. Enfin, vraiment, et je pense que ça paraît surréaliste pour certaines personnes que passer quelques années en entreprise, on n'est toujours pas cette ambition, on n'est toujours pas, ou du moins, on veut pas paraître ambitieux parce qu'on se dit, et en fait, je pense que c'est, bah, moi, ça m'est arrivé personnellement et ça a dû arriver à plein de personnes avant moi, plein de femmes avant moi, en fait, a posteriori, on se dit, bah non, mais moi, j'avais pas du tout envie de dire ça. Et j'ai pas réussi à retranscrire ce dont j'avais envie. Et c'est pas qu'on en a pas envie de manière absolue, c'est sur le moment, on est complètement pas encore déconstruit. Et du coup, c'est très difficile, je pense, donc, pour nous de nous déconstruire, mais c'est aussi très difficile pour certaines personnes de concevoir ça et du coup de s'adapter. Et je sais pas comment on pourrait faire changer ça. Mais... Non, mais beaucoup de sensibilisation, mais c'est très compliqué effectivement parce que ça c'est la culture, c'est des choses intériorisées et qui sont difficiles à faire changer. Mais est-ce que le milieu de l'entreprise il rassure, il est bienveillant pour celles qui sont ici depuis quelques années en entreprise, ou est-ce qu'au contraire l'entreprise a contribué à amplifier toutes ces angoisses? Je pense qu'il y a, alors déjà il y a tout existe dans la nature, donc il peut y avoir plein de dynamiques différentes en fonction des équipes et c'est même pas forcément propre à une entreprise. On peut avoir une entreprise hyper toxique et une équipe dedans qui est pas du tout toxique et qui est très bienveillante. Après, moi, ce que j'ai vraiment observé, ce que je disais, c'est ce sexisme bienveillant, en fait. Et du coup, ça part d'une bonne intention, mais au final, ça nuit vraiment à la... Par exemple, on va tout le temps te dire « Ah non, mais t'es un peu stressé, je vais pas te donner ce projet-là. » Et ça part d'une bonne intention, mais en fait, au fur et à mesure, t'es là « Mais non, je suis pas du tout stressé, enfin, je comprends pas. » Non mais voilà, et en fait il y a des fois des bonnes dynamiques qui finalement deviennent des mauvaises dynamiques et encore une fois je pense qu'on peut pas non plus catégoriser certaines entreprises. Il va y avoir des dynamiques différentes selon les équipes. Alors ça peut être un peu lié à l'âge des personnes qui sont dedans, parce que moi j'ai aussi remarqué beaucoup quelque chose, c'est on se dit bah non, ce manager il a énormément d'expérience, il a été manager depuis des années donc il suit plus les formations. Mais en fait, ça change la manière dont on manage dans les années 80 et aujourd'hui. Et en fait, ça fait rire, mais c'est vraiment ce truc de cette personne est hyper respectée pour ses compétences, donc on va pas du tout remettre en question. Et en fait, ils sortent des... Ouais. Non mais vraiment, c'est hallucinant parfois. Et on dit, mais là, je suis dans un autre siècle. Et on se dit, cette personne aurait vraiment besoin de resuivre une formation. Mais non, en fait, il est hyper respecté. C'est la personne qui approche la retraite, etc. Et en fait, ça peut devenir très toxique au quotidien. Est-ce que vous pensez que rentrer dans des milieux un peu élitistes, c'est un facteur aggravant dans la lutte contre les inégalités sociales? Parce qu'on peut se dire que
c'est dans ces milieux qu'on est susceptible de trouver des gens qui soient au courant de l'importance de ne pas avoir d'inégalité salariale. Mais c'est aussi dans ces milieux où les hommes ont le plus facilement de pouvoir, donc où des logiques de domination peuvent s'enclencher plus facilement. C'est une très bonne question. Alors, ce qui est démontré, c'est que les inégalités salariales sont plus importantes dans les métiers de cadre, par exemple, que dans les métiers de non-cadre. Parce qu'il y a plus de dispersion salariale globalement. C'est aussi parce que c'est des métiers où les relations de pouvoir sont un peu différentes, en fait. Effectivement, si on imagine, on peut contraster deux univers. Un univers effectivement de personnes très qualifiées, dans lesquelles les choses souvent se font de manière plus informelle, parce que finalement on vient tous du même milieu. Mais l'informel, c'est pas très bon pour les inégalités, parce que ça laisse de la place justement à de la domination, à des manipulations, etc. Et de l'autre côté, des milieux, par exemple les milieux ouvriers, où souvent, typiquement, c'est pas des grilles salariales, c'est chacun le même salaire. Et dans lesquels il y a sans doute peut-être moins de place pour des choses un peu d'insinuation, des choses officieuses, etc. Donc c'est une bonne question, c'est difficile à dire, parce que d'un autre côté, dans les milieux plus ouvriers, il peut y avoir plus d'exposition à des violences, par exemple. Donc c'est difficile à dire. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vachement cette idée qu'on a généralement que en fait, le sexisme en entreprise, ça va être sous forme de trucs hyper t'as fait venir la nouvelle secrétaire, etc. Non, mais c'est pas ça en fait que vous rencontrez, en tout cas dans nos milieux ingénieurs. Ça va vraiment être des trucs, comme je le disais, un peu plus insidieux. Où au début, on se dit bah non, c'est pas un problème, c'est gentil. Bon, ça commence à être un peu lourd, mais en même temps, c'est gentil, donc je peux rien dire. Et au fur et à mesure, ça devient vraiment pesant. Et c'est aussi pour ça qu'on met parfois vraiment du temps à se rendre compte qu'un comportement n'est pas normal. Et même en étant sensibilisé, parfois, oui, on peut mettre... on peut se dire, bah non, mais là, c'était une blague, et puis d'habitude, il est gentil. Et en fait, on va mettre vraiment très, très longtemps. Parce que c'est pas des blagues aussi évidentes. Et le sexisme ne ressort pas de manière aussi évidente, en fait. Donc, c'est un peu plus compliqué, ouais. Moi, pour avoir aussi côtoyé des milieux plus ouvriers pendant le stage ouvrier, c'était pas pendant très longtemps, mais c'était plus ce genre de blague qui ressortait. Et en fait, j'ai vu vraiment la différence où c'est pas du tout assumé, et c'est ce dont on parlait, les biais conscients, les biais inconscients. Mais les gens, ils vont pas dire bah non, je suis sexiste, etc. Ça, non, ils vont pas du tout l'avouer. Mais en fait, inconsciemment, ils le sont totalement. Et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Et du coup, je pense que c'est très compliqué pour eux. Quand on les met face à ça, ils disent mais non, je comprends pas, je suis pas du tout sexiste, je veux ton bien, ou je sais pas quoi. Mais et en fait... je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile à déconstruire, c'est que si la personne s'en rend pas compte, elle n'est pas non plus prête à changer volontairement. Et donc tout ce qu'on va lui passer sur le sexisme en entreprise, toutes les formations qui sont un peu bateau, honnêtement, on a tous eu ces formations, je pense, en entreprise qui servent absolument à rien, parce qu'en fait on donne des trucs beaucoup trop extrêmes et qui correspondent pas à la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Et du coup, eux, ils vont même pas se sentir concernés et ils vont écouter, ça va passer dans une oreille, ça va sortir par l'autre. Alors que je pense qu'il faudrait un peu réaxer et repenser ces formations pour justement aller travailler sur ces choses qui sont un peu plus cachées, un peu moins explicites et qui en fait empoisonnent un peu le quotidien. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont formés sur ces sujets et auxquels tu peux aller exposer la situation et qui vont pouvoir essayer de changer un peu la donne? Alors ça, je pense que ça dépend des entreprises. Il y en a beaucoup qui ont... Je crois que c'est au bout... Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'à partir d'un certain nombre d'employés, tu es obligé d'avoir un référent égalité, etc. Parfois, c'est une seule personne dans l'entreprise qui n'y connaît rien du tout, mais qui se fait élire par le CSE et que... Mais bon, déjà, il y a cette initiative. Et après, tu as les énormes entreprises, généralement, ou un département éthique, ou ce genre de choses. Après, c'est pas forcément très accessible. Et en fait, on a un peu l'impression que c'est que pour les choses hyper graves. C'est-à-dire, bon voilà, j'étais à un after work, il y a eu une agression sexuelle, etc. Donc là, tu sais que tu peux t'adresser à ce genre de personnes. Et pour les petites blagues du quotidien, en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aussi, une fois, c'est pas pénalisable. 2 fois, et en plus ça peut pas forcément être assimilé à du harcèlement envers ta personne, mais c'est juste que ça rend l'ambiance assez lourde, et ça déjà pour toi c'est très difficile à l'identifier. Une fois que tu l'identifies, ça peut te prendre même plusieurs années. Tu peux déjà être parti du poste pour te dire en fait ça me posait problème.
Et en plus, tu sais pas comment communiquer sur ce genre de comportements qui sont pas dramatiques, mais juste qui vont nuire à ta confiance en toi et à la manière dont tu te vois dans l'entreprise et à la manière dont tu vas te positionner sur des projets, à la manière dont tu vas parler devant des clients. Tu peux avoir des petites réflexions, par exemple, quand tu arrives devant les clients et ils disent regardez ces beaux yeux, etc. Bah, au début, tu te dis c'est très déplacé, mais c'est pas grave. Et en fait, après, ça va te perturber pendant toute ta présentation. Donc tu vois, ça t'affecte, mais encore une fois, c'est pas vraiment explicite. Enfin, on sait que c'est pas très bien, on sait que c'est un peu déplacé, etc. Mais tu vas avoir beaucoup plus de mal à dénoncer ce genre de comportement. Et tu vois, les départements éthiques, etc., tu te dis, bah non, mais ils sont pas là pour écouter ce genre de choses. Et ça, tu t'attends à ce que ça change plus de manière, tu vois, à travers les formations, etc., mais tu vas pas te dire, moi, je vais aller dénoncer ce truc-là, sûrement à tort, hein. Mais du coup, c'est très difficile de prendre l'initiative de dire, bah, je vais dénoncer un tout petit truc, tout le monde s'en fiche. Parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est les agressions sexuelles, les viols, ou le harcèlement direct, ou de la drague lourde, etc. Mais c'est pas, je pense que c'est pas ce que la majorité des gens, heureusement, mais c'est pas ce que la majorité des gens vivent, et pourtant le reste est tout aussi dangereux en fait enfin non, pas tout aussi dangereux, mais ça existe et ça touche beaucoup de personnes, quoi. Moi, si je peux apporter 2 petites astuces pratico-pratiques. La première, c'est si vous avez une bonne relation avec votre manager, essayez dans un cadre informel de dire « au fait, il s'est passé ça », juste pour essayer de tâter un peu le terrain en disant « bah au fait, oui, ce collègue, ça se passe bien, bon, un jour, il m'a fait une mauvaise blague ». Et vous explicitez un peu la situation. Et quand vous aurez l'habitude, peu à peu, d'en parler, en fait, soit c'est vous qui allez vous en rendre compte, soit c'est votre manager ou la personne à qui vous en avez parlé qui va dire « ouais, mais c'est quand même la 4e ou la 5e fois ». Et vous aurez au moins quelqu'un en fait, qui est avec vous. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de communiquer tout le temps sur « ah, machin, il m'a dit truc »,« ah, machin, il m'a dit truc », même si c'est inutile ou que vous vous en rendez pas compte, mais vous allez avoir quelqu'un qui va avoir un regard extérieur, et surtout, ça va être beaucoup plus facile de lui en parler quand ça sera un peu plus grave. Voilà. Et le deuxième petit tip, c'est par rapport au syndrome de l'imposteur. Le problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il est basé sur nos compétences ou la position dans laquelle on est. Et en fait, le meilleur moyen pour atterrir à une décision, c'est de ne pas prendre en compte ça. C'est-à-dire, si vous pensez ne pas être assez compétent ou compétente pour un poste, pensez autre chose. Pour le salaire, moi j'ai dit, je m'en fiche en fait de mes compétences ou du parcours que j'ai. Je vois une grille. Si j'ai tant d'ancienneté, que j'ai ce poste-là et que j'ai fait telle école, je suis censée avoir entre ça et ça. Si j'y suis, tant mieux. Si j'y suis pas, bah, il faut que je demande. Et il n'y a même pas en fait d'évaluation propre et personnelle de soi par rapport au poste. Il y a, je rentre dans une case de la même façon que eux me mettront dans une case salariale. Et il faut s'assurer que c'est en adéquation. Voilà. J'avais juste une question très très rapide. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on parle de déconstruire, on parle de agir, enfin, il y a un côté très où on responsabilise énormément les femmes dans ces milieux-là parce que c'est à elles d'y aller, tout ça. Est-ce que, enfin, c'est bien d'ailleurs. Enfin, en même temps, c'est bien et en même temps, c'est un mal. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je voudrais savoir comment, les études reflètent ça. En fait, ce côté où, de la même manière qu'en général, on responsabilise les victimes de viol ou d'agressions sexuelles. Il y a cette même... En fait, c'est souvent, j'ai l'impression, on responsabilise... et c'est souvent le cas, beaucoup, que ce soit pour les femmes ou pour d'autres cas, notamment sur les dépressions, on responsabilise la personne qui est victime d'une discrimination, victime de quelque chose. Et je voudrais savoir comment, dans les études ou dans votre travail, il y a des moyens de décoder ça et de faire en sorte de changer tout ça. Partir avec. Je sais pas si. Non, c'est une très bonne. Je suis vraiment désolée si je donnais l'impression de responsabiliser trop les femmes parce que c'est vraiment pas mon. C'est pas l'impression que vous avez donnée dans votre discours, c'est plus l'impression en fait que même nous inconsciemment en fait on se responsabilise. On a toutes utilisé ce mot déconstruire, ce mot je suis allé contre ces choses-là. Enfin, on a tout de suite été dans ce côté combatif en fait. Et je pense qu'il faut. Il faut avoir en tête que tout ça, c'est systémique, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation, il y a les entreprises, il y a la société, tout ça, c'est systémique, et tout ça, ça contribue à, ce que je vous disais, à pousser les femmes vers une certaine direction, les hommes vers une autre direction, et c'est contre ça c'est les responsables de ça qui doivent changer.
Après, comme c'est assez compliqué de savoir qui est responsable de ça, mais ça veut dire qu'il faut changer l'éducation, il faut changer... je vous disais, les entreprises, elles sont pensées pour des hommes, par des hommes. Il faut faire changer ça, donc il faut faire changer aussi les fonctionnements organisationnels. Moi, je suis convaincue que les entreprises sont responsables, par exemple, et que ce n'est pas les femmes qui sont responsables. Après, les entreprises, il faut qu'elles changent, mais je pense aussi que... Tout à l'heure, on parlait de... C'est quelque chose que vous n'avez pas dit, quand vous avez dit vous n'êtes pas beaucoup dans des filières dans lesquelles il y a beaucoup de garçons. Et là, du coup, je vais vous responsabiliser, mais je pense que c'est très bien, en fait. Vous devez être fiers de ça, en fait. Ça veut dire que vous pouvez être des rôles modèles pour d'autres femmes. Et je pense que c'est important aussi. Donc, je pense que c'est systémique. Il y a un système qui existe, que moi, par exemple, j'essaye de faire changer par mes recherches, mais que à d'autres positions, d'autres personnes, pas que des femmes d'ailleurs, des hommes aussi, peuvent faire changer. C'est-à-dire que ce système, il est constitué d'abord, avant tout, d'êtres humains. Donc c'est aussi des êtres humains qui doivent le faire changer, mais je suis complètement d'accord avec vous que c'est d'abord le système qui doit changer. C'est pas aux femmes de s'adapter au système, c'est le système qui doit changer. Mais peut-être que chacune ou chacun à notre place, on peut essayer de contribuer à faire changer le système, en fait, c'est ça. Mais on est d'accord que les responsables, c'est pas les femmes, c'est pas les filles, c'est pas les petites filles, c'est la société, c'est la culture, c'est les livres, c'est les instituteurs, institutrices, c'est les conseillers d'orientation, c'est les parents. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand on dit se déconstruire, etc., moi, je suis quasiment convaincue que c'est extrêmement difficile, voire impossible. Et du coup, en attendant que la société change et que les petites filles soient déconstruites à 3 ans et demi, c'est peut-être aussi aux entreprises, et c'est pour ça que je disais qu'il faudrait peut-être repenser les formations, etc. Quand on dit l'entreprise, on a l'impression que c'est un gros truc, mais dedans, il y a des petits êtres humains. Et en fait, c'est eux qu'il faut faire changer et faire s'adapter à... s'il y a des comportements qui sont identifiés comme féminins, eux, ils doivent en avoir conscience et enlever ce biais inconscient et surtout, du coup, être plus dans le... comme quand on parlait de négociation salariale. Si on sait que les femmes se valorisent moins en négociation salariale, soit il n'y a pas de négociation salariale, mais on peut aussi avoir des négociations salariales qui ne sont pas à l'entrée, qui sont pour défendre une prime, etc. Être moins du coup dans l'émotion de il m'a fait une super impression, c'est un giga shark, il mérite une énorme augmentation, et plus se dire moi je me base sur des faits. Si la personne me défend factuellement qu'elle mérite cette augmentation, et ça peut être à moi de lui demander qu'est-ce que tu as fait cette année, et un peu repenser la manière dont on forme les managers à ces sujets-là, et pas juste leur dire faut pas draguer les employés. Faudrait peut-être un peu plus axer les formations sur ça et faire changer les gens plus que l'entreprise, parce que l'entreprise c'est un gros bloc. Ouais. Sur ça, ce que tu disais à la fin, il y a un élément qui est que on sait que pour lutter contre les biais, notamment les biais inconscients, c'est bien de faire s'exprimer le système 2 du cerveau. En gros, notre cerveau, il a 2 manières de fonctionner et les biais sont plutôt dans une des 2 matières. Et pour se faire s'exprimer la manière où il n'y a pas de biais, c'est que les personnes doivent formaliser pourquoi elles prennent une décision, doivent rationaliser pourquoi elles prennent une décision et notamment l'expliquer à d'autres personnes. Donc la collégialité, normalement, c'est pas mal pour diminuer les biais inconscients parce que comme les gens sont forcés de rationaliser, ça réduit leurs biais inconscients et typiquement l'idée, c'est un homme qui a négocié, donc c'est bien. Donc ça, la collégialité, c'est un processus qui est normalement positif pour en tout cas lutter contre les biais inconscients. Après, moi, j'ai une fille de 3 ans et demi. C'est très compliqué. La maternelle, je pense que ça produit beaucoup de biais de genre. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'a vraiment frappée. J'ai même 2 exemples récents, parce que j'ai 2 filles qui sont en maternelle. Et ma fille aînée, elle me dit, en fait, au spectacle de fin d'année, je vais danser sur le beau Danube bleu. C'est une valse. Et donc, il n'y a que la moitié de la classe qui danse dessus, parce qu'il faut le même nombre de filles que de garçons. Je lui dis, pourquoi ? Parce que les filles peuvent danser qu'avec des garçons. Elle me dit, ah oui, les filles ne dansent qu'avec des garçons. C'est à 4 ans. Et donc je dis, pourquoi en fait les filles ne peuvent pas danser avec des garçons ? Elle dit, non. Et je lui dis, mais tu sais que dans la vraie vie, il y a des filles qui peuvent danser avec des filles, des garçons qui peuvent danser avec des garçons. Elle me dit, non, dans la vidéo que nous a montré la maîtresse, les filles, elles dansent toutes avec des garçons. Je lui dis, moi je vais te montrer une vidéo où des filles dansent avec des filles. Elle me dit, non, mais de toute façon c'est plus beau quand les filles dansent avec les garçons. Ça c'est une conversation. En fait, je vais pas... En même temps, je comprends la maîtresse, parce que j'imagine que si elle fait danser des filles avec des filles, ça se trouve, il y a des parents qui seraient... Mais je trouve ça choquant, en fait, qu'à 4 ans, c'est-à-dire qu'on les enferme déjà... À 4 ans, on les considère déjà comme d'un côté des filles, de l'autre côté des garçons.
Et donc ça, je trouve que c'est gênant. Et mon autre exemple, c'est j'aurais lu un livre sur des filles en fait, c'était des filles qui disaient que, donc en maternelle, c'était toujours les garçons qui faisaient les loups et les filles faisaient les cochons. Donc en fait, c'était toujours les garçons qui poursuivaient les filles. Et un jour, une mère d'une des filles lui parle de la louve qui a élevé Romulus et Rémus. Et donc après, la petite fille dit « Ah, mais les filles aussi peuvent être des louves. » Et le lendemain, à l'école, c'est les filles qui disent bah, « Nous, on est les louves et on va poursuivre les garçons. » Et donc le lendemain matin, donc j'ai une de mes filles qui adore cette histoire. Le lendemain matin, je lui dis bah, « Vous allez être des louves aujourd'hui à l'école. » Et ma fille, elle me dit « Ah non, je préfère être un loup. » Et je lui dis bah, pourquoi? Et en fait, elle associait pas du tout la même image. En fait, le loup, c'était plus fort sans doute. Donc en fait, il y a déjà ces trucs de connotation aussi qui sont pas les mêmes selon si c'est féminin ou masculin. À 3 ans, 4 ans. Donc c'est vraiment très tôt. En fait, c'est pour ça que c'est pas pour tout de suite la déconstruction à 3 ans et demi. Non, c'est très tôt. Elles disent qu'elles veulent avoir des robes, qu'elles veulent. Moi, j'ai une fille qui m'a dit mais je veux mettre ma robe pour qu'on me dise que je suis belle, par exemple. Elle me l'a dit à 3 ans, enfin, c'est triste même en fait, d'entendre ça de la part de son enfant. En fait. Mais est-ce qu'ils ne sont pas super perméables à cet âge-là et que du coup, en changeant les représentations à l'école... Ah oui, ça c'est sûr. Mais elles sont perméables, mais il y a tellement d'influence, parce que moi évidemment, je les élève de manière à leur dire ces choses-là, mais il y a tellement d'influence par les pères, par les instituteurs, par les livres pour enfants, que c'est extrêmement difficile de lutter contre ça. Même moi qui suis féministe, j'y arrive pas. Me disent que je suis un papa parce que j'ai les cheveux courts. C'est compliqué, quoi. Merci. Ok, moi j'ai une question par rapport à la perception en fait, qui est faite vis-à-vis de l'employeur, mais aussi par exemple vis-à-vis de quelqu'un qui recrute une élève dans une école, d'une fille qui arrive en disant j'ai les capacités, je veux ce salaire et tout. Et moi, ce qui me freinerait, en fait, d'arriver et de dire ça, c'est qu'on me prenne pour une hystérique tout de suite, parce qu'en fait, eux aussi, ils ont des biais. Non, mais du coup, en fait, finalement, ça les rassure d'avoir une femme victime en face d'eux. Et si une fille agit comme un garçon, le garçon, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, et tout de suite, la fille, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui est une hystérique, quoi. Et du coup, en fait, je trouve que c'est... c'est un peu facile. C'est un peu facile de leur part de dire oui, les filles elles ont qu'à avoir plus confiance, mais en fait eux ils veulent pas du tout de femmes qui ont plus confiance, parce que eux ont pas confiance en une femme qui a confiance en elle. Non mais. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que l'ambition est pas du tout perçue de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Tout de suite, l'ambition chez un homme ça va être hyper valorisé, et chez une femme on va tout de suite l'associer à une hystérique complètement. Et je pense que c'est aussi ça qui est très difficile c'est encore une chose à déconstruire, et ça prendra du temps. Et c'est pour ça que juste changer, nous, en tant que femmes, et dire, voilà, je vais juste devenir ambitieuse et en tout cas montrer mon ambition, parce que je pense qu'on est toutes un peu ambitieuses au fond, mais que c'est pas ce qu'on veut montrer. Ça va pas forcément marcher de manière immédiate s'il n'y a pas d'autres choses qui changent autour, notamment la perception qu'on a de ces qualités. Et j'ajouterais, alors moi j'ai eu la chance d'être tombée dans une très bonne boîte, parce que en fait quand on passe ce qu'on appelle des entretiens annuels, donc tous les ans on a un entretien avec le manager où on parle de nos objectifs pour l'année, et en fait l'idée c'est de remplir ces objectifs pour avoir une augmentation. Et en gros, là où on a de la chance, c'est que on va avoir la liste de l'année dernière, la liste prévue, donc on est obligé de dire ce qu'on a dit, ce qu'on a fait pendant l'année, et à la fin il y a carrément une case où il y a marqué rémunération actuelle, rémunération souhaitée. Donc en tant que femme, on n'a même pas besoin d'amener le sujet de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et combien je demande, parce que c'est inclus dans la démarche de l'employeur de venir nous demander en fait ce qu'on veut. Donc ça c'est vachement bien et c'est un bon signe positif. Alors oui, mais c'est déjà un bon geste de la part de l'entreprise. Alors l'entretien annuel est obligatoire, mais ça se passe pas comme ça dans toutes les entreprises. Il y en a qui demandent pas une liste explicite, et il y en a qui annoncent la rémunération une fois que ça a été déjà décidé. Non, après, sur la négociation salariale, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être très factuel, en fait. Du coup, on ne peut pas dire que vous êtes hystérique si vous êtes factuel. Vous dites, j'ai telle compétence, j'ai fait telle chose, et donc je mérite tant, à la limite, en vous aidant des grilles, etc. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Il faut aussi accepter, mais ça, je pense que c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes, par le fait de la socialisation. Il faut aussi accepter de ne pas toujours donner une bonne image, en fait.
Et je pense que les garçons, parce qu'il y a des études qui ont montré, je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait c'était un peu une vidéo, un peu, je ne sais pas si c'est très scientifique, mais on demandait à des filles et à des garçons de goûter un yaourt. Et on avait mis du sel dedans. Et les filles, elles goûtaient, elles disaient « Ah, c'est bon », alors qu'on voyait qu'elles n'aiment pas. Et les garçons, direct, ils disaient « Mais c'est dégoûtant ». Donc je pense que c'est aussi plus difficile pour les femmes d'accepter de ne pas correspondre à l'image qu'on a ou d'accepter de ne pas faire plaisir, d'accepter de ne pas correspondre à ce qu'on attendrait. Mais ça, ouais, c'est la socialisation et peut-être qu'il faut vous dire c'est pas grave si la personne en face, elle pense que je suis hystérique en fait. Ouais, passer pour une hystérique, effectivement. Ouais, c'est peut-être pas très grave en fait. C'est peut-être pas très grave, c'est pas grave pour un homme s'il se met en colère, une fille on va la traiter d'hystérique, quoi. C'est ce qu'on voit dans des... Mais en fait, après, je ne nie pas, on sait, et ça, les recherches le montrent, que pour les femmes, il y a une incompatibilité de toute façon entre les normes de genre et les normes de carrière. C'est pas compatible. Pour les hommes, c'est compatible parce que c'est la même chose. Les normes de genre, c'est la même chose que les normes de carrière. Pour les femmes, c'est incompatible. Donc, en fait, à un moment, soit les femmes veulent faire carrière, elles vont dévier de la norme de genre, soit elles veulent rester dans la norme de genre, elles ne pourront pas faire carrière. Donc, c'est très difficile pour les femmes, c'est sûr. Et tant que ça sera comme ça sera difficile. Et après, il faut travailler sur ces normes, en fait. Et ça, c'est le boulot des éducateurs, des pouvoirs publics aussi. Hein. Les pouvoirs publics ont aussi une grosse responsabilité là-dedans. Hein. Pourquoi le congé maternité est beaucoup plus long que le congé de paternité, par exemple. Donc les pouvoirs publics ont une responsabilité, les employeurs ont une responsabilité, les publicités ont une responsabilité, enfin, d'avoir créé ces normes de genre et puis d'avoir ces normes de carrière et une forme d'incompatibilité entre les deux. Après, là, on a un peu l'impression que la vie en entreprise, c'est absolument affreux. Je pense qu'on peut trouver des entreprises où ça se passe très bien, et parfois des entreprises où ça se passe mal de manière globale, mais des équipes où ça se passe très bien, je reviens dessus. Et n'hésitez pas à changer de travail si ça ne vous convient pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose... C'est vrai que notre génération, on hésite de moins en moins quand même, mais n'hésitez pas du tout à changer de travail si ça vous convient pas. Et dites-vous aussi que même en étant informé de tout ce genre de problème, vous êtes peut-être en train de passer à côté de certains problèmes parce que vous avez intégré certaines choses, même en essayant d'y faire le plus attention possible. Et du coup, une fois que vous vous en rendez compte, mais surtout n'hésitez pas à partir. Et je pense que aussi en montrant aux entreprises qu'on n'accepte pas certains comportements, en montrant à certaines équipes qu'on n'accepte pas certains comportements, ils y perdent au final si on part alors qu'on était compétente, etc. Et du coup, peut-être aussi en faisant ça, c'est un peu comme, je pense que ça se voit sur les enjeux climatiques, les entreprises le prennent de plus en plus en compte parce qu'elles savent que les diplômés ils font attention. Et du coup, je pense qu'on peut aussi, on a peut-être aussi une carte à jouer à ce niveau-là. Ça peut être un critère qu'on prend en compte, et quand les entreprises vont voir qu'on prend ça en compte, elles y feront forcément plus attention. Moi, je pense que oui, c'est important. Vous avez un rôle plutôt, enfin, vous êtes du bon côté, on va dire, avec le diplôme que vous aurez. Et je pense qu'effectivement, il faut profiter de cet atout. C'est un atout. Vous n'aurez pas forcément l'embarras du choix de plein de postes qui vous plaisent à la perfection, mais quand même, vous pouvez peser. Merci infiniment. Je pense que si vous voulez bien, on peut continuer. Il y a un petit pot juste en sortie d'amphi. On peut continuer à échanger. Merci beaucoup Clotilde. C'était vraiment un plaisir. Merci Bertie. Et puis Léa et Aurore qui est partie, le pôle égalité. J'espère que ça vous fera réfléchir, mais vous restez positif. Hein, et il faut... Enfin voilà, on est là toujours pour continuer à en discuter avec vous, en tout cas à l'école aussi, et faire ce qu'on peut pour améliorer ou vous aider encore davantage. Merci. Merci.